Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'Atkins le Plus, le spin-off du podcast Le Film le Plus dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars modernes du film d'action, Scott Adkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode, je vous parle de 3 films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun de ces films, je donne 4 notes, en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs, avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott, que j'ai appelée la note Adkins. Cela donne 4 fois 5 points à répartir pour obtenir une note totale sur 20, et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. Le concept étant posé, il est temps de reprendre le fil de notre histoire. On s'était quitté lors du dernier épisode sur un classement de tête chamboulé ponctué d'un très léger cliffhanger pour lesquels je me suis permis de teaser un tout petit peu ce nouvel épisode avec la promesse d'un nouveau chamboulement. Et c'est vrai que j'étais, et je le suis toujours, particulièrement excité à l'idée de préparer cet épisode, dans la mesure où 2 films sur les 3 que je vais vous présenter ont représenté pour moi, et comme beaucoup d'entre vous j'imagine, si vous écoutez ce podcast, a représenté les films de la révélation, ceux qui m'ont vraiment fait découvrir et apprécier Scott Adkins comme acteur de films d'action. C'est particulièrement le cas pour le film qui arrive dès maintenant, dans l'emploi du temps de Scott, et qui a une origin story assez intéressante. Undisputed 3 et Assassination Games n'ont pas soulevé les foules, au-delà des initiés et des aventuriers de vidéoclub, et s'ils permettent à l'acteur de vivre, ils sont loin de le mettre à l'abri du besoin. Au contraire, ils continuent de cumuler jusqu'à 2 ou 3 boulots différents afin de maintenir un niveau de vie correct. Après l'expérience Wolverine, où souvenez-vous, il était plus ou moins devenu la doublure de Ryan Reynolds, Adkins préfère jusqu'alors écarter toute proposition de ce type. Oui, mais voilà que Scott et sa compagne Lisa apprennent l'arrivée prochaine de leur petite fille. Alors quand arrive la possibilité d'intégrer une immense franchise de l'univers DC, Scott reconsidère ses principes et accepte une proposition plus qu'alléchante, enfiler le costume de Batman pour le dernier volet de la trilogie de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Plus précisément, il s'engage pour un travail de 6 semaines, pour lequel il doit jouer à la fois les doublures du grand méchant Bane, joué par Tom Hardy, lorsqu'il se bat contre Batman, et doubler Christian Bale sur les autres scènes de combat. Il enfile donc bel et bien le batsuit et s'engage à aller au bout du tournage et démarre les préparations au printemps 2011. Sauf qu'entre-temps, le voilà sollicité pour un premier rôle dans la suite d'une saga qu'il connaît bien en tant que spectateur, et pour lequel il avait déjà précédemment refusé un rôle secondaire. Engagé dans la production du mastodonte de Nolan, le voilà face à un choix cornélien qu'une grave blessure au genou survenue sur le set de Batman va quelque peu faciliter, même s'il cachera cette blessure jusqu'au dernier moment. Et on ne peut que se féliciter de ce concours de circonstances qui va donc conduire Scott à enchaîner un nouveau film avec son idole Jean-Claude Van Damme. Bizarre ce truc. Je disais donc son idole, à savoir le film Universal Soldier, Day of Reckoning. Daddy, there's monsters in the house. Okay, I'm gonna check it out. The FBI has some questions for you. You ever seen this man? His name is Luke Devereaux. His prints were all over the crime scene. You live among them like ghosts, biding our time. You're mine, so now you're own. We're brothers. We're one. I can hear this voice telling me that I gotta kill him. If you go looking for Devereaux, he'll find you first. It's not safe here. Look out! I ain't killing him. Luke Devereaux did. Hello, soldier. Je vais me permettre de prendre un peu de temps pour vous parler de cette saga un peu foutraque qui est Universal Soldier et qui a démarré en 1992 sous la caméra du grand philosophe allemand Roland Emmerich. Le film a alors pour lui de réunir de grandes action stars de l'époque, à savoir Jean-Claude Van Damme. Ça recommence. Et Ivan Drago himself, le suédois Dolph Lundgren, dans une histoire de soldats morts au Vietnam et ressuscités au profit d'un programme de super soldats génétiquement modifiés. C'est personnellement un film que j'aime beaucoup, très probablement plus pour son côté Madeleine de Proust que pour ses qualités formelles, il est vrai. À l'époque, le film rentre tout juste dans ses frais au cinéma mais devient une machine de vidéoclub. 6 ans plus tard, en 98, la saga refait surface en version low cost à destination des chaînes câblées américaines à travers 2 films dirigés par le téléaste Jeff Woolnough et écrits par Peter Lenkov, le scénariste de Demolition Man.
Luc Devrault, le personnage incarné par Jean-Claude Van Damme... C'est pas vrai ça. Je disais donc Luc Devrault, et cette fois-ci incarné par Matt Battaglia, un ancien linebacker pour les Philadelphia Eagles, et on peut même y croiser Burt Reynolds et Gary Busey, toujours prêts quand il s'agit de prendre un petit billet. Ces 2 modestes téléfilms seront complètement effacés l'année suivante avec la surprenante sortie cinéma d'Universal Soldier, le combat absolu, pour lequel JCVD reprend donc son rôle de Devrault face à une nouvelle forme de super soldat incarné par Michael J. White. Le film est un four monumental avec $10 millions de recettes pour un budget de 45 et marque le début de la fin pour la carrière de Van Damme. Au cinéma. Et on peut objectivement penser qu'il en sera de même pour cette saga de science-fiction un peu bordélique. Mais c'était sans compter sur la carrière direct-to-vidéo de l'acteur belge et l'arrivée d'un jeune réalisateur plein d'avenir, un certain John Hyams, fils de Peter Hyams, immense réalisateur qui s'est tout de même coltiné la suite de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick, avec le film 2010 l'année du premier contact. Alors sous la houlette de Moshe Daimon, le producteur historique de notre acteur belge, Peter Hyams prolonge l'aventure en 2009 en ramenant en mission Luc Devrault face à des rebelles politiques d'Europe de l'Est, menaçant de faire exploser le site de Tchernobyl, avec en guise d'arme de dissuasion l'utilisation d'un nouveau modèle d'Unisol, les Universal Soldier, incarné par le poids lourd biélorusse de MMA Andrei The Pitbull Arlovski. Mais ce n'est pas tout, puisque Andrew Scott, le personnage de Dolph Lundgren, est à son tour réactivé, malgré son déchiquetage en règle dans le premier volet, l'occasion donc d'assister à une nouvelle confrontation entre Van Damme et Lundgren. Le film, malgré son budget serré et son décor quasi unique de friche industrielle, se détache du tout venant de l'action DTV de par ses nombreuses scènes d'action impressionnantes, l'âpreté de ses combats tout aussi nombreux et la photo bleutée du papa Peter Hyams. Sa découverte fait un peu de bruit parmi les cercles d'initiés de ce genre de produit et permet 2 ans plus tard la mise en production du film qui nous intéresse aujourd'hui, le 4e volet de la saga Universal Soldier. Bon, j'espère que cette histoire vous permet de voir les choses un peu plus clairement dans ce joyeux bordel. Et encore, j'ai volontairement omis d'évoquer l'opportuniste Universal Soldiers en 2007 de ces petits malins de chez The Asylum. Mais passons et étudions à présent ce que nous raconte ce jour du jugement. John est réveillé en pleine nuit par sa fille qui dit voir des monstres dans la maison. Tentant de la rassurer, John fait le tour des pièces de son logement et finit par tomber sur 3 hommes cagoulés qui le tabassent bien sévèrement avant que l'un d'eux ne se découvre, puis tue de sang-froid sa femme et sa fille sous ses yeux. Après 9 mois de coma, John se réveille bien traumatisé et décide de se venger en découvrant que le meurtrier de sa famille n'est autre que Luc Devrault, l'unisol devenu une sorte de gourou de secte ultra-violente pour d'autres unisols libérés du joug de l'armée. En cherchant à retrouver Devrault pour se venger, John va petit à petit découvrir qui il est vraiment. C'est le réalisateur John Hyams qui se charge lui-même du scénario, après avoir laissé la main sur le film précédent de la saga qui souffrait effectivement d'un cruel manque d'originalité à ce niveau. Il compose dès le départ son histoire en ayant à l'esprit que les 2 têtes d'affiche du premier opus n'auront pas une énorme disponibilité sur le set, et il leur réserve finalement des rôles d'antagonistes secondaires pour Lundgren, et principal mais plutôt fantomatique pour Van Damme. Oui, à chaque fois. C'est bizarre ce truc quand même. Donc le personnage de Devrault qui plane comme une sorte d'esprit pendant tout le film avant l'affrontement final tant attendu. Comme lors du volet précédent, le film traîne de tout son long une forme de spleen, de noirceur encore plus marquée ici. Il aurait même pu aller encore plus loin s'il n'avait pas été freiné par la production et ses 2 acteurs principaux qui l'encouragent plutôt à revoir sa copie et à trouver un compromis dans son histoire, mais tout en gardant une énorme confiance en lui en grande partie grâce au travail qu'il avait réalisé sur le précédent volet, donc Universal Soldier Regeneration. Pour autant, c'est un film qui ne prend aucune pincette dans ce qu'il nous raconte, avec une introduction de personnages d'une rare violence, un trauma qui nous glace dès le départ et nous permet d'encore mieux se mettre dans la psyché du personnage, bien aidé par la mise en scène, mais j'y reviendrai forcément juste après. Plus le personnage va avancer dans sa quête, plus nous allons en découvrir en même temps que lui, et moins les choses vont aller positivement. En parallèle, on nous emmène à la rencontre de cette secte d'Unisol qui ne semble finalement n'avoir aucun but particulier malgré leur liberté retrouvée, si ce n'est de libérer la forte quantité de violence gardée en eux. Ils restent finalement des machines malgré leur apparence humaine et suivent aveuglément Devrault, leur leader, qui n'est pas sans rappeler, et c'est très volontaire, le général Kurtz d'Apocalypse Now. Tout cela avance jusqu'à un final à l'image du film, c'est-à-dire très très noir. Alors rassurez-vous, toute cette progression se fait dans la violence et dans l'action. Ne sortez pas non plus tous les Xanax de l'armoire à pharmacie, mais il est très clair qu'on est loin, très très loin, du blockbuster d'action qui était le premier film. C'est donc tout à l'honneur de son réalisateur-scénariste à qui on pardonnera quelques personnages secondaires assez peu intéressants, comme celui de Sarah, qui semble connaître John mieux que John lui-même, ou même celui de Dolph Lundgren, à l'utilité limitée, si ce n'est de proposer une excellente scène de combat ou encore un twist relativement prévisible. Mais pour avoir réussi ce changement de tonalité et avoir eu la bonne idée de concentrer l'histoire autour d'un tout nouveau personnage extérieur à la saga, en nous prenant quasiment en otage dans l'empathie que l'on éprouve à son égard, et par le jusqu'au boutisme de ses situations,
Le film mérite vraiment la meilleure note scénario jusqu'à présent, c'est-à-dire 4 sur 5. Imaginez, vous ouvrez les yeux en pleine nuit, votre femme dort à vos côtés, votre fille se tient debout devant l'entrée de votre chambre. Vous vous levez, vous avancez jusqu'à la salle de bain pour vous rafraîchir et tenter de sortir de cet état comateux. Et dans le reflet de votre miroir, vous voyez Scott Adkins. Le plan séquence continue, vous vous apprêtez à suivre un cauchemar réveillé en vue subjective, en temps réel. C'est ainsi que John Hyams choisit d'ouvrir son film qui, je le rappelle, est la suite d'une franchise d'action avec l'acteur belge destiné à la vidéo. En un long faux plan séquence en vue subjective, Hyams rend un hommage direct à Gaspard Noé, un réalisateur qu'il admire et fait preuve d'une très grande maîtrise technique et surtout choisit de ne pas s'arrêter là. La suite du programme, c'est des effets stroboscopiques cauchemardesques, du néon, du découpage de l'action au cordeau, des chorégraphies de combat parfaites, une violence particulièrement brutale et cette ambiance cauchemardesque qui ne s'arrête pas. John Hyams fréquente très tôt les plateaux de cinéma sur les films de Peter Hyams et démarre réellement dans le métier par la réalisation de documentaires consacrés au MMA, dont un remarqué consacré au combattant Mark Kerr, The Smashing Machine. Il est évident que cette immersion dans l'univers de ce sport combinant différents arts martiaux aura un impact sur la brutalité des combats des deux Universal Soldiers. Bien sûr, on ressent parfois l'étroitesse du budget, notamment au détour de quelques décors, particulièrement à la base souterraine des Unisols dissidents, mais Hyams transcende ses limites grâce à ses influences, dont Gaspard Noé, je l'ai dit, mais aussi David Cronenberg, son inventivité et l'envie de proposer une vision d'auteur à une franchise qui n'en attendait pas tant finalement. C'est un réalisateur intelligent, doué, et il nous met en évidence les limites d'autres réalisateurs habitués à ce type de produit, comme Isaac Florentine, même si on l'aime beaucoup dans ce podcast. John, je suis le docteur Timothy Brady. Je vous soigne depuis votre entrée à l'hôpital. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous faisons réellement connaissance, vous et moi. Vous venez de passer 9 mois dans le coma. Et voici l'agent Gorman du FBI, qui doit s'entretenir avec vous. John, je vais attendre au fond de la chambre. D'accord. C'est sur ce tournage que Hyams fait la connaissance de Yaron Levy, son directeur photo et futur homme de confiance avec qui il continue de collaborer aujourd'hui sur ses derniers longs métrages comme All Square ou Sick, mais aussi sur la série Black Summer, elle-même tirée de la série Z Nation sur laquelle Hyams a également collaboré. Vous l'aurez compris, c'est sans aucun doute le film le mieux réalisé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, et même s'il possède quelques menus défauts, en raison notamment de la nature même du produit qu'il est, l'ambition qu'il dévoile à l'écran me donne envie de le valoriser d'un joli 4,5 sur 5. Au cours de son odyssée vers une mémoire retrouvée, le personnage de John va être amené à croiser la route de l'agent Gorman du FBI, campé par Ross Blackwell, un acteur correct en vue dans la série Banshee, mais surtout de Sarah, qui va lui apprendre beaucoup sur lui-même. Sarah est interprétée par Maria Bonner, qui n'a rien fait d'autre de notable, et qui se traîne ici malheureusement un air hagard et donne plutôt raison à sa carrière. Hyams n'est pas un mauvais directeur d'acteurs, mais l'interprétation de ces deux personnages non combattants est plutôt oubliable. Le plus intéressant face à ce type de production réside plutôt forcément dans le choix des antagonistes combattants, d'autant qu'il s'agit ici de remonter le fil de plusieurs personnages importants de la saga. En premier lieu, Magnus, le plombier, le NJU, Unisol nouvelle génération du film précédent, reprogrammé par l'armée et qui reprend en premier sa liberté, sans oublier de s'attaquer à notre personnage principal. Il est toujours interprété par le combattant de MMA Andrei Arlovski, une brute, une vraie, qui ne retient tellement pas ses coups qu'il sera impossible de tourner ses scènes avec des accessoires de cinéma, les fausses haches et autres fausses battes de baseball se brisant systématiquement contre tout type d'objet sous le poids de ses coups. Comme je l'évoquais au début, Adkins, lui, est blessé sur la préparation de Batman 3 et a dû composer avec un genou en mauvais état. Et autant vous dire qu'il n'a pas pu compter sur la clémence du pitbull Arlovski, s'amusant au contraire à jouer de la faiblesse de son adversaire. Donc le combattant biélorusse compte très peu d'apparitions à l'écran en dehors de ces deux Universal Soldiers, et c'est bien dommage parce que, bien qu'il ne soit pas évidemment un grand acteur, sa bestialité et ses compétences martiales en font un parfait client pour jouer des bad guys bourrins. Deuxième personnage à faire son retour pour la 3e fois en 4 films, Andrew Scott, j'en ai parlé tout à l'heure, campé par le géant suédois Dolph Lundgren. Donc Dolph Lundgren qui est diplômé d'un master de chimie, qui retrouve donc son personnage qui avait pourtant fini d'échiqueter dans le premier film et qui s'était fait exploser la tête dans le 3e. Bon, au diable les explications et le besoin de cohérence, il revient ici en forme, charismatique et bien énervé, malgré un temps de présence à l'écran plutôt réduit. Il croise d'ailleurs même pas la route de Jean-Claude Van Damme. Il lui croise pas la route, et c'est malgré tout assez plaisant de le retrouver, même si son passage reste marquant visuellement, mais anecdotique dans le déroulement de l'histoire.
C'est tout de même sa première apparition dans l'émission et je peux vous dire sans spoiler que c'est loin d'être la dernière. C'est lui qui nous inspire et nous conduit vers notre liberté. Et nous sommes ses yeux, ses oreilles, et bientôt nous serons 10 fois, 20 fois, 100 fois plus nombreux. Nous sommes les pionniers qui donneront naissance à la première génération douée de libre arbitre. Pour nous venger de ceux qui ont eu l'arrogance de nous croire esclaves à jamais. Chaque jour qui passe voit nos forces s'accroître. Nous consolidons notre emprise sur le monde qui nous entoure. Clandestins, nous vivons parmi eux comme des ombres. La patience est notre arme. Nous attendons le moment où nos oppresseurs seront forcés de se coucher devant nous et de payer pour leurs péchés. Ce sera le jour de la vengeance. Je vais réessayer, mais ça va refaire la même chose. Je vais être obligé d'en parler. Jean-Claude Van de son côté, est dans une phase un peu particulière de sa filmographie. JCVD est sorti 2 ans plus tôt, et il commence sa phase d'acceptation quant à l'image qu'il renvoie de lui-même, et alterne entre tentatives de rôle plus dramatiques sur le marché de la vidéo, on l'a vu dans Assassination Games, et le commencement d'apparitions plus comiques, comme dans Beurre sur la ville, ou son caméo dans un obscur film russe sur Napoléon, où Napoléon est lui-même joué par Vladimir Zelensky, l'actuel et malheureux président ukrainien. Classique Camoulox. Il se la joue ici et de manière très claire en mode Marlon Brando en Colonel Kurtz dans Apocalypse Now, crâne rasé, apparition fantomatique, maquillage, discours ésotérique, tout y passe, sans oublier une obligée scène de combat final à la conclusion qu'on pourrait qualifier de surprenante. Une proposition intéressante et étonnante à l'image du film qui élève l'acteur au-dessus du reste du cast, qui reste intéressant en dehors de ces 2 premiers personnages que j'ai cités. Donc je vais lui attribuer la bonne note de 3 sur 5. I'm the most complete fighter in the world. Nous y sommes enfin, il est temps à présent de parler d'Atkins, qui incarne donc John, personnage central de l'histoire que nous ne quitterons quasiment jamais de tout le film. Atkins porte l'intégralité du métrage sur ses larges épaules et s'offre son rôle le plus intéressant jusqu'à présent. Par ses réactions, sa physicalité, l'évolution de son jeu tout au long du film, il donne beaucoup de substance à son personnage, dont la psyché évolue également au gré de ce qu'il découvre sur lui-même. Si l'on en croit l'interview que John Hyams a donnée à l'excellent François Coe et que ce dernier nous partage en bonus d'un épisode consacré à Scott dans son non moins excellent podcast Discordia, que je vous invite à écouter, Hyams souhaitait vraiment Atkins pour le rôle. Après avoir envisagé plusieurs possibilités et s'être interrogé sur le fait de prendre un acteur aguerri mais nécessitant une doublure sur les scènes d'action, il s'est mis en quête d'un comédien sachant tout aussi bien assurer ses scènes de combat et ses cascades, et le nom de Scott Atkins lui est apparu comme évident. Comment va, John? Fais comme chez toi, je t'en prie. Tu lui fais peur, lui aussi, John. C'est là qu'il est le plus dangereux. Eh ouais, je suis plus sur mes gardes maintenant. Tu l'as constaté. J'ai toujours un œil sur les affaires. Mon chargement. Où est-ce qu'il va? Si je le savais, c'est pas à toi que je le dirais. Mais j'en ai aucune idée. Bon, quand Hyams parle d'un comédien pouvant assurer ses propres cascades, il occulte quelque peu le fait qu'en raison de sa blessure au genou, Atkins a dû faire appel à une doublure sur quelques tout petits plans, notamment lors d'une prise face à Arlovski, et c'est assez rare pour être souligné et dommageable tant l'acteur est absolument parfait dans ce rôle. Du coup, je vais être un peu tatillon, et pour cette unique raison, je vais me permettre la note maximale, pas la note maximale justement, mais je vais déjà lui accorder la très belle note de 4,5 sur 5. Ce qui fait tout de même, avec un total de 16 sur 20, que Universal Soldier 4, le jour du jugement, explose notre classement et s'empare directement de la première place. Loin devant Undisputed 3 et ses 12,5 sur 20, et bon sang, c'est amplement mérité. La seule chose qui me désole dans le fait de vous en avoir parlé, c'est que je n'aurais pu à le revoir pour l'émission, mais la vie est ainsi faite et il faut bien avancer et passer à autre chose. Et autant vous dire tout de suite que l'enthousiasme va vite redescendre de plusieurs crans pour le film suivant, dont le tournage se déroulera seulement quelques mois après, avec la même équipe de production, l'historique Moshe Daimon en tête. Le tournage démarre aussi au même endroit, à Bâton Rouge en Louisiane, mais pour seulement 3 jours, avant de s'offrir une courte pause et un nouveau départ pour la Bulgarie. Voilà qui en dit déjà long sur ce que sera son prochain film, et ce film c'est
El Gringo. Il était le meilleur agent de sa catégorie. Pour son ultime mission, J'aime pas ça du tout. ils ont voulu le piéger. Mais il n'aurait jamais dû sous-estimer le plus dangereux des Yankees. Désormais, une seule idée l'obsède. Tous les tuer. Un par un. Et jusqu'au bout. Ce fils de pute a tué tous mes gars. Il sera sans pitié. Alors pour bien comprendre ce qu'est El Gringo ou dans son titre français Bad Yankee, il suffit de jeter un œil à la jaquette de son édition vidéo. J'ai en l'occurrence entre mes mains le Blu-ray qui nous dit, si on le regarde tout en haut, Rodriguez présente. Bon, alors moi déjà, quand je lis ça, forcément je pense à Rodriguez. Mais les distributeurs et les producteurs pensent eux forcément à un autre Rodriguez. En l'occurrence un certain Robert qui a bizarrement rencontré le succès dans les années 2000 avec Sin City, Planète Terreur ou Machete et à qui la jaquette va carrément emprunter la police d'écriture. Bien évidemment, Roro n'est aucunement impliqué dans le projet, mais comme on dit sur un malentendu, on ne sait jamais, et après tout, personne ne ment dans l'histoire, puisque le nom du réalisateur, c'est bien Rodriguez. Mais c'est Eduardo, réalisateur vénézuélien, et le synopsis à l'arrière du Blu-ray nous ajoute même qu'on a droit à un film d'action sexy dans la lignée de Desperado et Machete. Ah bon, vraiment. Vieux script détenu dans les cartons de ce bon vieux Joel Silver, un producteur dont la réputation n'est plus à présenter et qui fait donc partie de l'équipe de production de ce nouveau produit opportuniste. L'histoire est signée d'un certain Jonathan W. Stokes, un touche-à-tout qui sort à la fois des livres d'aventure et de voyage dans le temps destinés à un public assez jeune, écrit des scénarios, réalise des films, comme son premier long, The Last Hurray en 2009, avec l'amateur de chair fraîche Armie Hammer dans un petit rôle, et même entrepreneur puisqu'il est à l'origine d'un site internet type Wikipédia sur la finance. Se voulant un mélange entre Desperado et le western spaghetti, El Gringo nous fait suivre un personnage de flic américain dont on ne connaîtra jamais le nom, fuyant une scène de crime avec un sac plein de dollars et échouant dans une petite bourgade mexicaine perdue, El Fronteras, où il va vite comprendre qu'il n'est pas le bienvenu, mais de laquelle il aura bien du mal à sortir. S'ensuit une confrontation avec un chef de police corrompu et son cartel composé de petites frappes débilos, un jeu de séduction hyper lourd avec une barmaid qui est la seule à lui accorder un verre d'eau et un jeu de chat à la souris avec un lieutenant américain porté à ses trousses pour des raisons qui ne sont pas celles qu'elles semblent être. Se prenant pour une comédie d'action, le film a pourtant bien du mal à faire rire de manière volontaire et semble au contraire vouloir traiter ses sujets avec beaucoup trop de sérieux et une absence inquiétante de réel second degré. On est parfois au-delà du racisme et du cliché, les personnages sont soit inconséquents, soit carrément nuls, à l'instar du leader de gang maquillé tous les jours comme s'il célébrait le Dia de los Muertos, ou l'espèce de shérif corrompu qui passe son temps à faire la sieste ou à gueuler sur ses hommes. Et alors, que dire du personnage d'Anna qui n'est là que pour compléter la volonté de faire du film d'exploitation en nous offrant des instants de séduction d'une beaufitude bien crasse, avec le personnage principal jusqu'à une scène de sexe bien gênante. Mais rappelons-le, Joel Silver est de longue date derrière le projet, donc tout s'explique. Voilà, tout ça fait que ça ne vole pas bien haut, comme la note que je vais lui attribuer, qui est clairement un 1 sur 5, juste pour l'effort d'avoir voulu ajouter quand même quelques rebondissements dans le dénouement de l'histoire. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que parmi l'équipe de production à l'origine du film, en plus de Moshe Diamond, on retrouve un certain Courtney Salomon, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent puisqu'il est à l'origine de la société After Dark Film, à qui on doit l'inoubliable, disons-le, Rick Hill, bien calé dans les tréfonds de notre classement. En plus de produire des films d'horreur à petit budget, After Dark tente à l'époque de produire également des films d'action. Le premier en date, Dragon Eyes, est d'ailleurs réalisé par John Hyams, avec déjà Jean-Claude Van Damme Express, lui, en tête d'affiche. Pour cette deuxième tentative, il va rechercher un réalisateur avec qui il a déjà travaillé sur un home invasion pas ouf, à savoir Stash House, qui mettait en scène Dolph Lundgren, comme le monde du DVD est petit. Ce réalisateur, c'est donc le vénézuélien Eduardo Rodriguez, plutôt spécialiste de l'horreur à petit budget et qui sera même coupable juste après de Fright Night 2,
la suite de l'horrible remake de Vampire vous avez dit Vampire, sorti en 2011. Je m'interroge réellement sur le fait qu'il ait été choisi simplement pour son nom de famille et créer la confusion avec Robert, que les producteurs ont clairement envie de copier. Lui qui doit déjà beaucoup à Tarantino, qui lui-même doit sa carrière à sa capacité à reproduire des références méconnues du grand public. Voilà. Bref, du coup je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait sur le plateau, mais dans la salle de montage, on s'est chargé d'achever la chose à grands coups de surdécoupage, de bruitage digne des pires épisodes de Parker Lewis et de présentation de personnages à base d'images figées et de noms qui apparaissent à l'écran avec une typologie bien cheap, histoire d'aller taper aussi un petit peu du côté de Guy Ritchie. Ça se veut un peu comique, comme en témoigne un montage d'images Google réalisé sur Paint accompagné d'une bonne musique cliché à chaque fois que le personnage principal parle d'Acapulco, mais ça ne fait que renforcer le ridicule du film. Alors la musique, justement, signée d'un certain Luis Ascanio, collaborateur régulier de Rodriguez Eduardo, est complètement à côté de la plaque et vient renforcer le sentiment d'être face à quelque chose auquel personne ne croit vraiment et que personne ne prend au sérieux. Pourtant, Atkins est parvenu à rassembler sa petite équipe pour assurer le côté action du film en faisant venir Isaac Florentine pour la réalisation de seconde équipe, notamment sur les scènes de combat et de gunfight, et même s'il n'est pas forcément impliqué directement dans le film, le chorégraphe des cascades Larnell Stovall ne semble pas loin non plus. Atkins s'implique d'ailleurs tellement en off sur la partie action du film qu'il est crédité avec Florentine comme producteur de la chose. Le problème est que sa blessure au genou amène l'équipe du film à plutôt multiplier les scènes d'échange de tirs, histoire de rappeler encore plus Desperados, mais que tout ceci est tellement mal découpé dans un décor de faux village mexicain reconstitué en Bulgarie que rien ne fonctionne. Et je n'ai même pas parlé de l'horrible photo baveuse, des incrustations de sang numérique immondes et de la beaufitude, une fois de plus, des scènes où apparaît Anna, l'un des deux personnages féminins du film. Bonjour, je voudrais un ticket pour Acapulco. Acapulco. Si, Acapulco. Pourquoi vous voulez aller là-bas? Vous êtes en vacances? Un ticket pour le prochain bus, s'il vous plaît. Ah, non. Pourquoi non? Il n'y a pas de bus pour Acapulco. Il n'y a pas de bus pour Acapulco? Ok, alors... dites-moi comment je peux aller là-bas. Il n'y a pas de bus. Essayez demain. Essayez demain? Vous rigolez, vous pouvez pas me dire s'il y a un bus demain? Essayez demain. Putain! Je pense qu'on peut arrêter ici les frais et lui attribuer une note qui ne va pas être facile à déterminer tant que j'hésite entre le 0,5 et le 1. Bon allez, ce sera 0,5. Après tout, copier des réalisateurs qui font déjà des films pas ouf et le faire moins bien encore, ça n'a pas vraiment d'intérêt. And the Oscar goes to... Évacuons tout de suite les deux personnages féminins, à savoir Anna, interprétée par Eva Yates Reddick, et Flaka, jouée par Sofia Sinega. La première n'est clairement pas là pour son jeu, et le film appuie beaucoup là-dessus jusqu'à créer un réel malaise, à beaucoup de vulgarité quand même, et une scène olé olé aussi inutile que mal troussée. On rappelle quand même, et j'insiste, que le film est produit par Joel Silver. Après, la pauvre, elle fait ce qu'on lui demande, mais sa carrière parle un peu pour elle, puisqu'en dehors d'une apparition dans Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, pas grand-chose de notable à mettre en évidence. La seconde a droit à un peu plus de subtilité, si on peut dire, puisqu'elle se retrouve carrément à l'autre extrémité du spectre, obligée de jouer des garçons manqués tentant de se faire une place dans une petite bande de malfrats locales. L'actrice mexicaine Sofia Cisniega, au-delà d'apparitions dans des films hollywoodiens comme Kill the Gringo avec Mel Gibson ou Elysium avec Matt Damon, a surtout une carrière honorable dans son pays d'origine. Elle a d'ailleurs un rôle récurrent dans une série dont je découvre l'existence pour l'occasion, à savoir Gossip Girl Acapulco. Derrière, on a un chef de gang joué par Israel Islas qui en fait des tonnes sous son maquillage de tête de mort alors que clairement il fait 50 degrés dehors, et un chef de police véreux incarné par un Erando Gonzalez qui ne sera pas un souvenir impérissable. Mais tout ça, ce n'est rien face au personnage du lieutenant West, que joue un Christian Slater aussi impliqué que s'il était en train de tourner une pub pour une assurance voyage. Il est encore plus insupportable et antipathique que d'habitude, lui qui a été un grand espoir du cinéma américain à la fin des années 80 et au début des années 90 avant d'avoir quelques problèmes avec l'alcool et la justice, et une lente descente aux enfers dans les DTV bas de gamme et notamment une implication dans l'horrible Alone in the Dark d'Uebol. Le type est déjà pas très sympathique de base, mais là son personnage et son jeu plein de désinvolture n'aident pas du tout, et la seule chose à laquelle il semble croire, c'est bien au montant inscrit sur le chèque promis pour faire le film. Et pour le fric, il se passe quoi? Ce fric! Est-ce que tu voudrais que je te file ce fric? Ouais. Ce fric, c'est une pièce à conviction. T'as pas pensé qu'il pouvait nous appartenir? Non?
Je vais t'expliquer quelque chose, Skeletor. Amuse-toi à réclamer ce fric, et moi, je t'envoie la DEA pour faire une enquête. S'il m'arrive quelque chose, la DEA se pointera pour faire une enquête. Dans tous les cas, soyez sûr que la DEA se pointera ici, dans votre ville, pour faire une enquête. Alors, le mieux à faire pour vous, c'est de baisser vos armes, et de me laisser passer, et de nous dire au revoir comme de vrais gentlemen. Bon, d'accord. Gracias. Ajoutez au second plan une belle palanquée d'acteurs bulgares, dont certains qu'on commence à reconnaître, en tout cas les visages, au fil de nos explorations, et vous avez un beau cocktail d'interprétation limitée au strict minimum, comme la note que je vais accorder 0,5 sur 5, uniquement pour Sofia Cisnega, qui semble être la seule à vouloir tenter de jouer correctement. I'm the most complete fighter in the world. Ce qui nous amène enfin à la note Atkins, qui, autant le dire tout de suite, va être un crève-cœur. Sur le papier, ça donne envie. Un rôle principal, un peu de comédie, de la romance, de quoi ajouter de nouvelles cordes à son arc, mais malheureusement, beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Bon, déjà, on l'a dit, il est blessé au genou. Du coup, les combats au corps à corps sont limités au profit de scènes de gunfight, et il se fait même doubler par un cascadeur local sur certaines scènes. On repassera donc pour profiter de ses qualités martiales. Son personnage est tellement indigent et inintéressant, et il n'a tellement pas de réponse en face de lui qu'il m'a fallu réécouter et lire des interviews pour comprendre qu'il s'agissait d'une comédie d'action. On a bien quelques scènes avec un chien errant, censé apporter un peu de légèreté et d'humour, mais sur le tournage, le chien a été finalement si mal dressé par le prestataire local que la majorité des scènes prévues ont dû être annulées. Et puis que dire, hein, j'en ai beaucoup parlé déjà de la première scène de sexe de la carrière de l'acteur, comme j'ai dit précédemment, inutile et embarrassante. Alors oui, ça fait un beau package dans les films d'exploitation, mais là on atteint un tel niveau de nullité que même lui ne semble pas à l'aise à jouer ça. Alors la première chose à faire, c'est d'arrêter l'hémorragie. Tu fais un garrot avec quelque chose. Dépêche-toi. Merde. Oh. Oh, 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 oh. Génial. Ça vaut presque le coup de se faire tirer dessus. Ah. De toute façon, j'ai pas le choix. J'en suis presque arrêté de pas avoir reçu plus de balles. Et maintenant, tu veux utiliser quoi pour me faire un bandage? Je pourrais peut-être utiliser ta langue. Pour autant, c'est clairement l'acteur le plus investi du film, le meilleur acteur tout court d'ailleurs, alors que c'était plutôt à Slater d'assumer le rôle de star, entre guillemets, de tête d'affiche. Mais le duo ne fonctionne pas du tout et Atkins tente coûte que coûte de garder la tête en dehors de cet océan de merde. Du coup, ça me fait mal, mais si on reste objectif, on peut décemment pas aller au-delà d'un déjà bien haut, un 2 sur 5 pour sa prestation, alors que, je le redis, il est en tête d'affiche. Du coup, avec ses 4 sur 20, El Gringo ou Bad Yankee ou même Bullet au Canada se retrouve avec le même nombre de points que le pourtant déjà terrible Black Mask 2 de Choi Ark. Et vu que je dois bien avouer que je préférerais m'infliger à nouveau le nanar cosmique du réalisateur hongkongais, je vais le placer juste au-dessus, à la 18e place, et donc premier relégable de ce classement. Je suis surtout content de pouvoir passer à autre chose. Et la suite, c'est d'abord le tournage d'un épisode de la série française Métal Hurlant, mais comme ça n'est pas un film, je ne vais pas en parler ici, mais je vous proposerai peut-être un petit hors-série dédié au sujet, car il y a des choses à dire. Côté long métrage, la suite s'apparente au ronronnement classique de la carrière de l'acteur, avec une production New Image, un tournage en Bulgarie, et la présence de Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren au générique. Sauf que là, ce n'est pas tout à fait comme d'habitude, puisqu'on parle d'un budget de 100 millions de dollars, de sorties cinéma en grande pompe et d'un casting ultra costaud composé entre autres de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham et j'en passe. Vous l'avez compris, je vais à présent vous parler de The Expendables 2. Il y en a un qui est accro. Et je vous déclare, Marie est l'âme. Toi et ta bande de salopards psychopathes. Aujourd'hui, on paye ses dettes.
3 kilos de plutonium pur peuvent changer l'équilibre du monde. Imagine ce que 5 tonnes pourraient faire. Tu vas avoir besoin de plus d'hommes si tu veux t'en sortir vivant. Je suis de retour. Tu ne peux pas laisser le contenu de ce coffre tomber en de mauvaises mains. C'est quoi le plan? Les traquer, les trouver, les tuer. Le tout premier Expendables voit le jour en 2010 sous l'impulsion, la plume et la caméra de son acteur principal et star absolu des films d'action des années 80-90, le grand Sylvester Stallone. Stallone qui, dans la première moitié des années 2000, connaît un énorme passage à vide, et un passage à vide très compliqué avec des rôles acceptés à contre-cœur dans Taxi 3 ou Spy Kids 3, d'ailleurs d'un certain Robert Rodriguez, qui vont avoir l'effet d'un électrochoc pour Sly, qui va alors puiser dans de bonnes vieilles recettes pour revenir sur le devant de la scène de fort belle manière, avec coup sur coup Rocky Balboa, 6e épisode de la franchise, et John Rambo, 4e itération des aventures guerrières du célèbre vétéran du Vietnam. À la sortie de ce dernier, l'acteur a atteint les 62 ans et ne peut que constater qu'il ne peut plus être celui qu'il a été en tant qu'acteur, et que le cinéma hollywoodien n'est plus le même qu'aux grandes heures de l'âge d'or, du film d'action. D'ailleurs, le sujet du podcast en est la preuve, et on ne peut être que d'accord avec lui. Continuant de surfer sur le regain d'intérêt pour ses anciens personnages, il lui vient alors l'idée de relancer un genre complètement tombé en désuétude après avoir connu quelques périodes de gloire entre les années 40 et les années 80, à savoir le film de Commando. Le modèle assumé de Sly en la matière étant Les 12 salopards de Robert Aldrich, il décide alors de réunir un long casting de gros bras et d'anciennes gloires du cinéma d'action et de réaliser le film lui-même, principalement au Brésil, pour en faire le blockbuster de l'été 2010. Produit par les Margoulins de New Image pour 80 millions de dollars, le film en rapporte 275 dans le monde, de quoi financer pas mal de productions vidéo bas de gamme pour la firme, mais surtout de lancer la mise en chantier d'une suite directe prévue pour l'été 2012. Pour une saga qui sera finalement composée de 4 films, dont le dernier est sorti cette année dans l'indifférence quasiment générale. Mais intéressons-nous surtout de plus près à ce deuxième opus. Après une mission réussie où Barney Ross et sa bande de mercenaires sont parvenus à libérer un richissime homme d'affaires chinois, et Trench par la même occasion, donc Trench le mercenaire concurrent joué par Arnold Schwarzenegger, Mr. Church impose à cette jolie bande de se rendre dans un pays de l'Est random pour une mission supposée facile afin d'empêcher que n'importe qui ne puisse s'emparer d'une quantité importante de plutonium russe. Il se voit imposer pour l'occasion la présence de Maggie, ce que Barney ne voit pas du tout d'un très bon œil parce que c'est une fille, et en plus ils ne seront pas les seuls sur les lieux puisqu'un big méchant très méchant, surtout qui s'appelle Jean Villain, je vous laisse deviner qui joue le personnage, récupère le matos pour partir exploiter jusqu'à l'épuisement des villages entiers afin d'extraire 5 tonnes de plutonium et de les revendre au plus offrant. Mais avant de partir, il prend soin d'assassiner un des membres de l'équipe, le jeune et talentueux Billy, que l'on venait pourtant tout juste d'apprendre à connaître, et qui voulait justement, comme par hasard, se retirer du métier à la fin du mois. Ross et ses hommes, plus une femme du coup, vont alors en faire une affaire personnelle et chercher à obtenir leur vengeance tout en mettant le plutonium à l'abri. Si la trame de cette histoire extrêmement novatrice est signée Stallone lui-même, il est accompagné d'au moins 2 autres scénaristes, à savoir Richard Wenk, derrière la saga des Equalizer, et Ben Kaufman, qui lui apparaît au générique des Muppets dans l'espace. Derrière la volonté d'hommage que j'ai exprimée précédemment, on enchaîne surtout les clichés historiques du genre, sans chercher à les révolutionner, ni même à s'en moquer, ou alors vraiment un tout petit peu. C'est surtout l'occasion de se faire beaucoup de blagues méta et de références aux films des uns des autres, à coups de citations pas très subtiles et de clins d'œil très forcés aux spectateurs. Vous en retrouvez un petit florilège dans les extraits tout à l'heure. On a même droit à des références à la véritable histoire des personnages. Je pense notamment à Dolph Lundgren et son diplôme de chimie, des blagues sur les oreilles de Randy Couture boursouflées par des années de MMA, des petites piques bien racistes à Jet Li malgré son petit temps de présence à l'écran, et une petite mention à l'autodérision un peu forcée de ce bon vieux Chuck Norris. C'est rigolo, mais ça réinvente pas la poudre, et la trame de l'histoire sert surtout de prétexte à un enchaînement de défouraillage bien vénère au gros calibre, voire très gros si possible. On avance de manière un peu aléatoire d'un point A à un point B, on y croise des personnages dans des lieux paumés, sans qu'on y trouve vraiment du sens. Bref, on n'est pas dans ce que Stallone a fait de mieux dans le domaine. Ça reste fun et rigolo, mais ça se prend malgré tout encore un peu trop au sérieux par rapport à ce que le film représente et veut raconter. Du coup, à bien y réfléchir, et parce que quand même des moments m'ont fait sourire, je vais lui donner la note scénario de 2/5.
Stallone lâche ici la réalisation au profit de Simon West, un faiseur dont le principal fait d'armes aura été la réalisation du génial Les Ailes de l'Enfer, avec ce bon vieux Nick Cage, avant de signer la première et vraiment pas terrible adaptation du jeu Tomb Raider avec Angelina Jolie, puis quelques séries B d'action avec Jason Statham ou encore Nicolas Cage. Il est accompagné à la photo par l'expérimenté Shelley Johnson, qui a exercé ces mêmes fonctions sur Jurassic Park 3, Wolfman ou le premier Captain America. Le travail réalisé en commun se révèle correct, sans plus, généreux dans l'action, mais un peu trop brouillon dans le montage et un peu trop léger dans la mise en valeur des décors, qui sonnent vraiment beaucoup trop comme les décors qu'on a l'habitude de croiser dans nos toutes petites productions destinées au marché de la vidéo. Les effets visuels réalisés en Bulgarie ont particulièrement mal vieilli, mention spéciale au train de la mine en images de synthèse compliquées et à un abus de sang numérique qui tâche comme c'était un peu trop la mode à l'époque. Le réalisateur de seconde équipe n'est autre que Chad Stahelski, un cascadeur de son état et futur réalisateur de la saga John Wick, dont on sera amené à reparler, et il y est pour beaucoup dans le dynamisme de nombreuses scènes d'action qui laissent tout de même un arrière-goût de trop peu lors de 2 combats un peu climax de fin. D'abord la confrontation entre Atkins et Jason Statham, bien trop courte, mais on y reviendra, puis évidemment lors du combat final, qui aurait gagné à être plus long et plus impactant. La musique du spécialiste de l'action pas très subtile non plus, Brian Tyler, se contente essentiellement de moduler le thème principal très guerrier. Ça fonctionne, mais ça sonne un petit peu trop cliché et devient un peu répétitif à la longue. Il me faut une arme, pas un petit machin. La tienne. Wow. Mon gros machin va rester où il est. C'est bon, César, t'en as une autre de secours. Si tu me la rends pas, c'est ton cul qui va être terminé. Dans tes rêves. Globalement, le film a pour lui d'être dynamique et fun, ça se tape, ça explose dans tous les sens, mais avec une mise en scène minimale et des décors qui sonnent bien trop factices pour une production à 100 millions de dollars. Correct sans tomber dans le catastrophisme, la mise en scène mérite pour moi un petit mais déjà pas mal, 3 sur 5, soit au niveau d'un Isaac Florentine au top de sa forme. And the Oscar goes to... Alors le casting, quand on a grandi comme moi avec les films d'action et que notre croissance ne s'est jamais vraiment arrêtée, c'est forcément du très très lourd, il n'y a qu'à lire les noms en haut de la couverture du DVD. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, un certain acteur belge, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Avouez que c'est difficile de ne pas vous donner envie. On pourra regretter l'absence du seul personnage féminin un peu intéressant, Maggie, jouée par l'actrice chinoise Yunnan. Elle fait pourtant très bien le job dans son personnage de spécialiste imposé à notre commando, et qui parvient à tenir tête au plus dur et même à envoyer balader le dragueur bien lourd et maladroit qu'est le personnage de Dolph Lundgren. C'est en tout cas bien mieux que le personnage de Charisma Carpenter, réduit à un rôle aguicheur et volage, servant au mieux de prétexte à quelques blagues beaufs sur le personnage de Statham, avec qui elle est censée être en couple. Dans cette longue liste, on pourra donc s'amuser gentiment des apparitions méta de Chuck Norris, Schwarzy, Bruce Willis, alors encore capables de jouer, mais au strict minimum. Leur présence est là pour assurer le fanservice et ils ne cherchent pas du tout à apporter plus que ça, lâchant leur réplique respective avec un petit sourire aux lèvres. C'est limite s'ils ne nous lancent pas un petit clin d'œil face à la caméra. C'est également mieux que la prestation de Liam Hemsworth, qui doit évoluer malheureusement pour lui dans l'ombre imposante de son frère Chris, et on comprend pourquoi il n'est pas celui qui a percé tant il nous offre une prestation insipide, pas aidé par un personnage fonction bien cliché. Vous savez, le gentil petit jeune amoureux de sa copine française qui ne se voit pas mercenaire toute sa vie et qui, du coup, va avoir une vie bien plus courte que prévu. Je mettrai par contre une mention spéciale au fort sympathique Terry Crews, un ancien joueur de foot américain reconverti en acteur montagne de muscles au potentiel comique très très haut, que vous avez pu apprécier dans la série Tout le monde déteste Christ, mais surtout en sergent Jeffords dans l'excellente série Brooklyn Nine-Nine, ou encore en président des États-Unis bien teubé dans le prémonitoire Idiocracy. Et puis, comment ne pas évoquer le grand méchant du film, parfaitement interprété par un Jean au top de sa forme, dans son rôle de bad guy sans pitié, uniquement motivé par l'argent. Il affiche un charisme et une confiance qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et il nous régale même de quelques petits coups de pied retournés signature, même si on sent qu'il est un peu frustré de devoir s'incliner face à un Sylvester Stallone un peu en mode pilote automatique. Je vais être à court de munitions. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Youpi-kai. L'ensemble est donc relativement à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une telle réunion de famille, sans attendre quelques sommets que ce soit. Il serait malhonnête de ne pas reconnaître qu'on ne boude pas notre plaisir à voir tout ce beau monde évoluer ensemble. Je vais donc accorder la
note tout de même généreuse de 3,5 sur 5 pour le jeu d'acteur. I'm the most complete fighter in the world. Il y a un autre nom et un autre visage malheureusement absent de l'affiche du film, et c'est bien dommage, c'est celle de notre bon vieux Scott. Parce que oui, on est surtout là pour parler de lui en fait. Il incarne donc Hector, un homme de main et de confiance du grand méchant du film, qui a surtout la tâche de faire tout le sale boulot, comme tenir le couteau qui portera un coup fatal au jeune mercenaire joué par Liam Hemsworth, d'apporter de la main-d'œuvre fraîche pour extraire le plutonium et de faire disparaître celles et ceux qui ne peuvent plus assumer et apporter suffisamment de force. Il arbore un petit look très années 2000, avec un bouc travaillé et une magnifique brosse sur la tête, et nous offre un accent mi-hispanique, mi-soviétique dont il a le secret. Il est également chargé de livrer un combat amuse-bouche contre Jason Statham, un préambule à la confrontation finale. Le résultat est par contre très frustrant, surtout quand on suit la carrière de l'acteur, tant on voit que l'acteur retient ses coups alors qu'il est clairement au-dessus du lot, et qu'il a clairement des qualités martiales au-delà de celles de son adversaire. Du coup, le combat est assez court, mais la mise à mort finale qui met en scène une panne d'hélicoptère en marche a un côté plutôt fun et réjouissant. C'est clairement ses précédentes collaborations avec Jean-Claude Van Damme et son équipe, ainsi que sa parfaite connaissance du mode de fonctionnement de la société New Image, qui lui permettent de participer au film qu'il ne peut refuser, malgré un genou toujours aussi douloureux. C'est probablement d'ailleurs ce qui explique qu'on le voit si peu se battre à l'écran. Et pour autant, moi je me souviens parfaitement que malgré son petit rôle, et alors que je le connaissais pas du tout à l'époque, son interprétation m'avait vraiment marqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ensuite Universal Soldier 4. Et c'est vrai que là, il parvient clairement à tirer le maximum du potentiel d'un personnage pourtant très secondaire. J'ai entendu un autre truc. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Du coup, si on considère son faible temps de jeu à l'écran, la trop grande furtivité de ses combats, mais qu'on le ramène à la belle qualité de son interprétation, eh bien j'ai envie de lui accorder la note honorable pour ce type de rôle de 2,5 sur 5. Ce qui nous donne un total de 11 sur 20, selon nos critères de notation, et pousse le film en ballottage avec Undisputed 2 pour la dernière place du podium. Alors, Boyka ou Hector ? C'est pas facile de répondre, même si objectivement, Expendables c'est un meilleur film que Undisputed 2. C'est donc lui qui se place à la 3e place de ce classement, quand je vous avais dit qu'il y aurait des bouleversements. Voilà, c'est donc sur ce beau classement que se termine notre épisode. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Vous écoutez Atkins Express, le podcast qui regarde tous les films de Scott Adkins et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, nous avons regardé de nouveau Expendables 2 et Day of Reckoning, donc Universal Soldier Day of Reckoning, le 4e épisode de la saga avec Dolph Lundgren, Van Damme et donc Scott Adkins, puisque nous regardons tous les films avec Scott Adkins. Et pour en parler, nous avons Aurel du podcast Le Film le Plus et Adkins le Plus. Salut. C'est un vrai plaisir. Salut. Merci à toi. C'est ça tous ces parasitages de mon émission. Tu m'as attiré dans ton univers en fait. C'était ça la petite supercherie. Ouais, c'est ça. C'est des pirates bulgares que j'ai embauchés. Donc on commence à en connaître quelques-uns. Ouais, avec les tournages en Bulgarie des films de Van Damme et d'Atkins probablement. Ah bah oui. Donc ils m'ont aidé à monter ce petit truc de piratage et à faire se télescoper nos deux podcasts. J'espère que tu m'en voudras pas. Absolument pas, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Benjamin, merci beaucoup en tout cas. Et puis, alors bienvenue dans mon émission en même temps et puis dans la tienne, on est un petit crossover. Les gens vont s'y retrouver, on va s'y retrouver. Ouais, je pense. Mais du coup, c'est un peu le même univers aussi. Ouais, complètement. De toute façon, j'ai parlé de toi dès ma première émission, puisque clairement, tu fais partie des émissions donc avec Van Damme Express qui m'ont donné envie de faire ce petit spin-off du film le plus consacré à une carrière d'acteur pas comme les autres, on va dire quoi. Oui, voilà, je pense qu'on a un peu les mêmes. Tu avais aussi mentionné Shark Parade, je crois, dans cet épisode, et qui était aussi une de mes sources d'inspiration, parce que
Il s'agit de toute façon de regarder beaucoup de mauvais films et de temps en temps de tomber sur quelques pépites. Ouais, de croiser les doigts pour y découvrir de belles choses. Carrément. Exactement. Et donc oui, toi, si tu regardes Scott Adkins, c'est que j'imagine tu as un attrait particulier pour le film d'action et ce genre de film d'action qui était porté à l'époque par Van Damme. Bah carrément, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des cassettes, c'est des VHS, c'est un cinéma qui me parle par son efficacité, par son côté spectaculaire, parce que je suis quelqu'un de pas violent aussi, tu vois, et c'est toujours un côté exutoire. C'est un peu comme avec la musique où j'écoute du métal alors que je suis quelqu'un d'assez calme, tu vois. Et le cinéma, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup le genre, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, mais aussi beaucoup le cinéma d'action. Et c'était et j'arrivais à une période de ma vie où finalement, en vieillissant, je suis moins en moins porté vers l'horreur extrême, tout ça, et c'est plus difficile pour moi de regarder. Et donc l'action, c'est le bon moyen de me détendre aussi, en fait. Je sais pas si de ton côté, c'est un peu pareil. Moi, je crois que j'ai surtout grandi avec les films, alors pas forcément de Van Damme d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le podcast, c'est parce que c'était un angle mort assez longtemps pour moi. Ouais. Je crois que j'avais vu Kickboxer et puis Street Fighter et puis c'était tout, quasiment. Et on n'est pas dans Kickboxer, c'est assez emblématique, je pense que ça représente on se rate pas beaucoup en voyant Kickboxer et en se disant que c'est emblématique d'un cinéma d'une certaine époque et de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de remakes de Kickboxer derrière. Ouais, ça c'est clair. Ça a été un vrai, je pense, il y a eu une vraie exploitation de ce genre-là, même au-delà de Van Damme. Mais moi j'étais plus film d'action, plus Schwarzenegger, Stallone et Bruce Willis. Moi j'ai grandi avec les films de McTiernan en fait, quasiment. C'était sans savoir que c'était McTiernan qui était l'auteur de tous ces films. Mes films préférés c'était rapidement Last Action Hero, Predator. Voilà en fait les deux Die Hard, donc le premier et le troisième que je trouvais, sans même savoir que c'était le même auteur, je trouvais qu'ils étaient au-dessus du lot et qu'il y avait à chaque fois un renouvellement du film d'action, une efficacité, de l'humour. Il y avait une façon aussi de mettre en scène qui était brillante. Et en fait, je me disais, c'est cool parce que c'est exutoire, comme tu disais. On regarde un film, on regarde des méchants se faire taper dessus. C'est ça. Mais c'est pas que ça, et c'est pas idiot. Il y a quand même des vrais personnages avec des vrais arcs. Il y a une vraie mise en scène. Donc on n'est pas obligé de faire un film d'action idiot sans avoir des idées de cinéma en fait. Ouais, là tu tapes directement dans le haut du panier aussi quoi. Tu t'as tout dit sur McTiernan. Alors je fais la petite pub, on a un épisode consacré à McTiernan dans le film Le Plus où on a invité notamment Alexandre Poncé et François Rey. Donc Alexandre Poncé, journaliste Mad Movies et auteur de documentaires sur notamment Ray Harryhausen ou Phil Tippett et qui était venu dans l'émission pour nous parler de ça, et c'était un vrai plaisir de parler, de faire une masterclass cinéma avec lui et son acolyte François qui revient régulièrement dans l'émission. Et donc on a revu, moi pour l'épisode j'ai revu tous les films de McTiernan, et il y a une vraie cohérence dans sa carrière et un sens de la mise en scène et des idées qui sont assez incroyables sur la gestion du langage. On en a parlé longuement, mais tout est vraiment réfléchi dans son cinéma, et même dans ces moments les plus compliqués, il y a toujours quelque chose à sauver, quoi. Et c'est une belle carrière. Puis ça va vite à regarder, il n'y en a pas tant que ça. Ça va vite à regarder, et puis il a jamais fait 2 fois le même film, en fait. C'est ça qui est fou. Même quand il fait 2 Die Hard. Et même quand il fait 2 Die Hard, en fait, il fait ok, je suis un nouveau Die Hard, mais en fait, je vais juste réinventer le genre, encore une fois. Ouais, complètement. Voilà. Et ça, c'est assez fantastique. Donc oui, Van Damme, moi, j'étais à un moment, quand j'ai commencé Van Damme Express, où j'avais besoin de refaire... Je faisais des podcasts cinéma avec mes cousins, et on a eu vraiment du mal, mes cousins qui sont un peu dans le théâtre et dans le cinéma, et on a eu du mal on a fait 4 épisodes, et en fait on avait énormément de mal à joindre nos agendas, comme tu peux ça peut arriver avec ta vie de famille et tout. Et en fait, c'est parti de cette frustration, et aussi de cet angle mort, en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire ? Ok, je vais faire un truc tout seul, je vais me défouler. Et qu'est-ce que j'ai pas vu dans ce qui est iconique en termes d'action ? Et je suis vite tombé sur Van Damme. Ah ouais. En me disant, il n'y a pas beaucoup de podcasts sur Van Damme. Il y a Kumite, qui est un super podcast, mais ils ont même pas fini ils doivent finir peut-être un jour, mais ils se sont arrêtés aux portes des années 2000. D'accord. Ouais, ils n'ont pas eu le courage d'aller dans ce monde-là qu'on explore, quoi. C'est ce monde de il y a une période dure. Il y a une période, faut s'accrocher.
Et d'ailleurs, c'est une différence entre nos deux podcasts, c'est que toi, tu fais chronologiquement. Oui. En fait, c'est ça. Si tu veux, quand je me suis dit, je veux me lancer dans la carrière de Scott Adkins, j'avais envie aussi de. En fait, si tu veux, avant même de commencer à faire le film le plus, j'avais envie de faire un podcast cinéma et j'avais envie de parler des industries parallèles un petit peu. Et ça m'a toujours intrigué de voir toutes ces jaquettes de DVD ou de films VOD improbables. Tu revois toujours les mêmes têtes d'affiche que tu vois pas au cinéma. Et je me suis toujours dit mais comment c'est fait et pourquoi et quel public comment on arrive là-dedans et comment ça fonctionne. Et j'avais toujours envie de parler de ça et mes camarades sont pas du tout dans ce mood-là, donc j'ai pas réussi à les motiver sur cette piste. Mais du coup je me suis dit tiens c'est l'occasion et Scott pour le coup il est hyper emblématique de ça et en plus par la même occasion c'est un bon acteur quoi qu'on dise. Par rapport à sa carrière, c'est un bon acteur. C'est quelqu'un qui a un capital sympathie quand même qui est énorme. Quand tu le vois à l'écran, il y a un charisme et du coup, j'avais vu quelques films de lui et puis quand je regarde sa filmographie, je me dis en fait, il est en tête d'affiche de plein de trucs que je connais pas. Et je me suis dit c'est l'angle pour parler à la fois du monde du film d'action, du monde du marché de la vidéo. Et en l'occurrence maintenant de la VOD, mais et du coup c'était vraiment la bonne porte d'entrée pour moi et puis et du coup j'avais vraiment envie de faire cette étude chronologique de carrière, dire voilà comment tu commences, comment tu arrives à avoir tes premières opportunités, comment ça se transforme ensuite en premier rôle et du coup l'approche chronologique elle me paraissait logique quoi. Ouais, et puis c'est pas fini. Enfin, je pense que autant Van Damme, je pense que si j'ai 2-3 films encore à chroniquer dans sa carrière, ça sera bien. J'aimerais bien avoir un bon film à terminer. Autant Scott Adkins, il a quoi ? Il a 45 ans. Il approche de la cinquantaine là. Il approche de la cinquantaine. Ouais. Mais il est un peu à l'apogée parce que il a été au cinéma plusieurs fois. Je pense que pour sa carrière de cascadeur, il y a eu quand même les Nolan où il était quand même doubleur de Batman. Enfin, il est pas crédité en fait. Tu vois, pour le coup, il n'a pas été jusqu'au bout. Il a toujours un peu refusé ça justement le côté doublage cascade et il est vite finalement tombé lui il voulait être à l'écran quoi et donc c'est ça qui est intéressant, tu le retrouves surtout à l'écran finalement. Il n'y a pas tant que ça de doublage, il y a sur Wolverine au final où il double Slade. Donc c'était pas bien. Non, c'était pas bien du tout, mais et ça se voit en plus, ça se voit que c'est lui. Alors que c'est son corps quoi, ça se voit que c'est lui. Et ce film moi c'était horrible à regarder sauf et en fait c'était un peu comme voilà ce qu'on disait tout à l'heure sur McTiernan où je savais pas que c'était lui, j'étais jeune. Là Scott Adkins, il y a plein de films en fait où j'ai vu le film où je me suis dit le film est nul et la cascade là elle est cool. Et c'était le cas de Wolverine quoi, Origins, où la scène dans le hangar là, je m'en souviens, alors que le film. Alors il est pas formellement il est pas si mauvais en plus. Enfin il est une belle mise en image quand même. Le film est nul dans son histoire, dans ses personnages, c'est chiant, mais il y a quand même quelque chose. Je pense que le réalisateur a tenté un truc malgré tout, mais c'est pas mémorable. Ça c'est une certitude. Et puis arrive cette scène improbable quoi, avec ce costume affreux de Weapon X là Weapon 11 mais qu'est-ce que ça fait là, et heureusement qu'il est là. Mais en même temps je veux dire c'est beau à voir, c'est sympa à voir parce qu'il y a des belles chorégraphies, mais c'est complètement décalage par rapport au personnage qui est en face en fait. C'est pas la bonne manière de se battre, c'est bizarre. Non, mais je pense que aussi le réalisateur avait peut-être, il est tombé sur lui, il s'est dit, il faut absolument que j'exploite ses mouvements, cette façon de se battre. Maintenant on le reconnaît, je veux dire, on a vu pas mal de films de Scott Adkins. Enfin, moi je l'ai découvert via Van Damme Express, Scott Adkins. Je suis tombé en fait, je regardais les second rôles pas mal. C'est aussi la même approche où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce monde étrange où il y a tout le temps les mêmes réalisateurs qui reviennent. Tu parlais de Isaac Florentine dans ton podcast. Il est dans cette sphère-là de, je tourne des films en Bulgarie pendant une semaine ou deux. Pour 2-3 millions, enfin voilà, c'est ça. Les réalisateurs ils sont dedans. Et lui il a trouvé sa poule aux œufs d'or en fait. C'est le jour où il découvre Adkins, tu vois que ça change. Ça vrille parce qu'avant ça, il faisait vraiment des trucs hyper obscurs avec là pour le coup des stars de troisième zone quoi vraiment. Et il découvre Scott sur sur un gros nanar d'ailleurs sur comment il s'appelle ce film que j'ai déjà chroniqué, c'est Special Force qui est d'ailleurs sur Nanarland qui est vraiment et c'est effectivement un gros nanar.
mais en fait, il se rend compte qu'il a quelque chose dans les mains et qu'il peut en faire quelque chose. Et du coup, il lui offre une scène de combat comme ça qui sort de nulle part, où il se met torse nu, il se bat contre le méchant et il le laisse faire en fait. Et à partir de là, tu vois que ça change et qu'il va faire des films avec lui et qu'il va avoir son véhicule pour proposer d'autres films, et même si ça reste dans le domaine de la série B et tourne en Bulgarie, il va y avoir quand même une plus-value que Scott va lui apporter, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord sur ces trucs de série B. Je pense que dès que t'as un truc comme ça, une plus-value, et si tu peux t'appuyer sur des artistes martiaux, ça te coûte pas plus cher. T'as pas de cascadeur, t'as rien, tu les mets en tête d'affiche, et tu sais que tu vas au moins avoir les scènes de combat qui vont défoncer. Et c'est ce qui se passe avec, je pense, les Universal Soldier, les deux de John Williams. En plus, John Williams, c'est pas non plus un manche. Je pense que il a fait peu de films. Son père, déjà, je pense, a une carrière un peu sous-estimée. Complètement. C'est quand même un Peter Williams. Je sais pas si tu en as parlé beaucoup de Peter Williams. J'en parle un petit peu dans la dernière émission, mais rapidement, quoi. J'ai pas non plus fait une analyse de tout ce qu'il a fait, mais il a travaillé aussi avec Van Damme, donc forcément. Il connaissait aussi le monsieur, et en plus il a fait parmi ce qui s'est fait de mieux, quoi, dans cette période-là, Van Damme. On va préparer un petit top après, je te dirai un petit peu mes films, mais du coup il y en a un qui est placé très très haut, quoi. Très haut, ouais, mais également. Tu veux qu'on parle un peu de Day of Reckoning ? Si tu veux, c'est les deux films que carrément, parce qu'il y a des choses à dire, ouais. Ouais, il y a des choses à dire. Moi, déjà, c'est la suite de Regeneration, et pour moi, c'est réellement, il y a une suite, il y a une cohérence entre les deux films, et en fait, il y a un peu, Regeneration est un peu un prototype pour moi du Day of Reckoning. J'ai un peu du mal à les départager, parce que en fait, j'aime beaucoup Regeneration. Pour moi, c'était vraiment une surprise. J'y suis allé au hasard. Aussi, il suit quand même deux films que j'aime pas beaucoup. Toi, je crois que tu as un peu plus d'affect pour le premier. Moi, le premier, pas énormément. J'aime bien. Ouais, mais je le trouve foutraque. Moi, j'aime bien le côté science-fiction, notamment dans Terminator et tout. Il y a une certaine cohérence, en fait, dans la façon dont on va évoquer les intelligences artificielles, sur ce qui est parlé de la conscience, de qu'est-ce qu'un humain, voilà. Et là, dans Universal Soldier, c'est pas grave, c'est un prétexte. C'est un film purement d'action, mais après moi c'est parce que je te parlais du rapport aussi à l'enfance. On est dedans avec Universal Soldier, c'est une cassette que j'ai poncée aussi, quoi. Et c'était trop bien, quoi. Van Damme qui joue un robot. Moi j'étais aux anges, et donc du coup j'ai toujours regardé cet affect là, et j'ai un peu moins de recul aussi sur ce qu'est le film. Il y a beaucoup de films comme ça, hein, dans une cinéphilie. Mais je l'ai pas vu jeune, moi. C'est pour ça. Je comprends, du coup. Il y a 5-6 ans, donc. Ouais, mais du coup, je comprends que tu le ressentes comme ça, là. Je viens de commander de recevoir la version VHS Box de chez ESC Distribution, qui est sublime. Je suis content d'avoir mon petit collector d'Universal Soldier. Mais je lui enlève pas tout, parce que moi je lui en veux pour ce côté SF raté, mais par contre il y a quand même des scènes iconiques, et le réalisateur, c'est celui qui faisait, c'est Roland Emmerich. Ouais. Bon, c'est Roland Emmerich, on a vu tous ses films, il y a toujours c'est jamais des bons films, il n'y a aucun grand film de Roland Emmerich, ça n'existe pas. Mais pour autant il y a des images, Independence Day, c'est super nul. C'est super nul. C'est con. L'histoire c'est ni fait ni à faire. Les acteurs sont pas dirigés. Par contre, il y a une envie d'avoir ces quelques images de destruction de la Maison Blanche, et tout le budget là-dedans. Dans les maquettes. On s'en souvient, en fait. Carrément. Dans les maquettes, ouais. Il y a vraiment, je pense qu'il y a quand même une envie de faire. Un peu une envie d'enfant de 12 ans, quoi, de faire tout péter, et d'avoir des images fortes, et t'as raison. C'est un peu ça. Donc le combat avec Lundgren et la moissonneuse batteuse à la fin, je me souviens du motel aussi, où ils arrivent et ils fourraillent tout le motel, là, c'est quand même assez cool. Où il va se plonger dans le bac à glaçons. Et d'ailleurs, il se remet à nu, encore une fois. C'est la grande époque de JCVD nu. Il aimait beaucoup montrer ses fesses à l'époque, ça marchait bien. Ça faisait vendre pas mal de films, mine de rien. Carrément. Ouais, mine de rien. Mais du coup, on s'attendait pas à ça. Il est pas mal, Van Damme, dans le rôle aussi. Non, il est bien.
Il est en forme. Après, on comprend pas trop en fait le fonctionnement des Unisols. Est-ce que c'est des robots? Est-ce que c'est des zombies? Est-ce que c'est des est-ce que réellement, parce qu'en plus chaque film va venir démonter plus ou moins comme il fonctionne. Enfin, sur la cohérence, on s'y perd. C'est-à-dire que en même temps ils vieillissent, mais ça reste des robots. Ils sont Dolph Lundgren revient à chaque épisode. Il se fait démonter à chaque fois. Il revient. On ne sait pas trop comment et pourquoi. Il doit être cloné. Hein. C'est un petit peu ta gueule, c'est magique. Du cinéma, tu vois, mais complètement. Mais du coup, c'est assez secondaire. En fait, ce que je trouve très fort, si on revient sur les deux suites de John Hyams, c'est d'avoir su réinventer un univers en l'adaptant à l'économie qu'il représente, en fait, à ce monde-là du direct to vidéo, parce que c'était dès le départ ça. Le premier est tourné aussi en Bulgarie, dans une friche industrielle, vraiment un décor, j'irais, plutôt basique. Et en même temps, il arrive à rendre ça tellement violent, tellement sec, tellement brut, et avec une mise en scène vraiment travaillée que... Enfin, c'est un truc à force de voir des films comme ça de cette industrie, c'est hyper rare, quoi. T'en as qui font ça vraiment par-dessus la jambe et voilà, ils vendent un produit sur un nom et ils se posent pas de questions. Lui, il a fait son film alors qu'il est dans une franchise un peu perdue avec des acteurs sur le retour. Et ça, c'était hyper impressionnant. Et là-dedans, il y a André Arlovski, en fait. André Arlovski. En fait, j'ai l'impression qu'il avait surtout un projet bien en tête. Et il coûte quoi, 6-7 millions le film? Ouais, le premier, encore une fois, ça c'est vraiment enfin, le deuxième, il coûte à peine 10 millions, je crois aussi. Ouais. Et pour l'argent qui est mis dans ce film, c'est une optimisation de dingue. Et je pense qu'il utilise surtout les noms, parce qu'effectivement, il y a Lundgren, il apparaît 5 minutes, peut-être 10. Il y a Van Damme, il y a surtout Arlovski, mais en fait, les noms sont surtout là, pour vendre le film, mais surtout pour vendre un vrai projet, quoi, qui est casse-gueule et dont personne ne veut. Enfin, Universal Soldier, la franchise, elle est morte quand le film sort. Complètement. Personne l'attend, personne ne veut. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi j'ai raté le film parce que je vois un Universal Soldier 3, j'y vais pas, quoi. Ouais. Moi j'y suis allé à l'époque, du coup, en me disant tiens, ils reviennent tous. J'ai pris un peu le film dans la tronche. C'était à l'époque aussi, il y avait pas mal de films un peu bruts et violents et efficaces. C'était un peu à la même époque que j'ai découvert Dredd. Donc l'adaptation du Judge Dredd, mais pas avec Stallone, et Karl Urban, et aussi Punisher Warzone avec Ray Stevenson, qui est aussi dans cette mouvance-là, un petit peu série B, mais action hyper efficace, avec pas mal de gore, et du coup c'est un peu dans cette mouvance-là, et il y a un mouvement qui se crée à ce moment-là de films de ce type-là. Je l'ai un peu mis dans ce sac-là, mais sans non plus... Alors moi, quand j'ai vu Regeneration, c'était pas non plus le film de fou, c'était une belle surprise, mais ça n'a pas été la surprise de Day of Reckoning, quoi. Vraiment. Oui, c'était le film où, gentiment, je disais aux copains, j'ai vu Universal Soldier 3, ils me disaient... il ricanait doucement, moi je leur dis, en fait c'est bien. Ouais, c'est ça. Voilà, je leur survendais pas, je leur disais juste, en fait, j'ai pris du plaisir à regarder ce film, quoi. Ouais, c'est voilà, ce qu'il est. Il y a en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même encore des scories de films un peu nanardeux dans ce film, dans celui-là. Je pense à toute la partie laboratoire. Enfin, en fait, il y a la scène d'intro qui est hyper efficace, la poursuite en voiture, qui montre déjà tout de suite que, c'est propre, il y a un projet de mise en scène, c'est vachement bien. Et après, en fait, il y a quand même un petit creux de 15-20 minutes d'exposition science-fiction un peu nanardeux, avec des laboratoires un peu foireux, avec des personnages... des décors un peu faibles. Notamment, des personnages secondaires, notamment féminins, où ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est un peu des explications pseudo-scientifiques un peu nulles. Ouais. Et puis après, le film, il commence vraiment quand il montre que, non, en fait, on s'en fout un peu, mais ça va être un bon film d'action. C'est ça. Et c'est ce qu'il est. Il y a notamment, il y a la première incursion des Unisols dans l'usine. On va pas tout raconter, mais après, je pense que moi, ce qui commencé à me marquer, c'était un peu le morceau où Van Damme est un peu solo où il y a pas mal de soldats et on voit que là, il y a du boulot sur le découpage des scènes d'action, sur
Mais c'est les caméras qui coupent pas. C'est ça. Bah, il aime le plan séquence, John Hyams. Ça c'est une certitude. Mais ce qui pêche, pour moi, c'est le décor en fait. Alors c'est voulu un petit peu ce côté de Tchernobyl, mais on sent vraiment encore une fois le décor industriel bulgare, quoi. Et c'est ça qui fait que le film passe pas dans une dimension supérieure. Au contraire de Day of Reckoning qui a des décors un peu plus développés naturels. Déjà, se tourne à Bâton Rouge en Louisiane, donc ils sortent aussi de la Bulgarie. Et puis il y a une vraie progression. Ils s'attardent vraiment un peu plus sur les personnages. Forcément, l'arrivée d'Atkins y est pour beaucoup aussi parce qu'il incarne complètement c'est le personnage que tu vas suivre tout le long du film, donc et comme il le fait bien, ça fonctionne. Et après il y a des scènes d'action absolument dingues, quoi. Je pense c'est ce que qu'on en parle. Moi, ça m'a, j'avais vu Regeneration avant, donc je m'attendais avec même réalisateur, même cast quasiment, avec Atkins en tête d'affiche. C'est ça qui renverse le truc, c'est que c'est plus Van Damme en tête d'affiche, mais c'est le bon timing pour le passage de flambeau, parce qu'il commence à avoir 60 ans. Pour tenir comme ça, avec une action vraiment frénétique, avec des mecs comme Arlovski en face, parce qu'il remet Arlovski dans des Reckoning. Fallait quelqu'un qui tienne la route, et là il est parfait. Et en plus il joue un rôle de quelqu'un un peu il va changer un petit peu le personnage va en fait à un arc très important pendant tout le film. Il démarre très naïf, complètement, c'est un personnage un petit peu vide, désincarné. C'est un enfant, c'est-à-dire qui renaît, quoi. C'est exactement ça, c'est une renaissance. Et il va en fait se nourrir de tout ce qu'il va entendre, et en très peu de temps il va se construire il va reconstruire en fait ce qu'il est ou ce qu'il était. Et je pense pour Atkins c'est assez idéal, parce que moi j'aime bien Atkins, je trouve qu'il peut avoir un jeu intéressant, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il manque de charisme pour notamment jouer des rôles comme on le verra en James Bond ou Batman ou je ne sais quoi. C'est ce qui peut lui être reproché, c'est peut-être de manquer un petit peu de jeu de niveau dans le jeu pour atteindre ça. Je suis pas sûr, moi je pense qu'il manque un peu d'expérience peut-être, et il faut ce genre de rôle pour qu'il se forge un peu son expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Il a pas eu trop. Hein. Non, il a pas eu beaucoup de répondants en face, quoi. Souvent c'est lui qui surnage dans les films, et donc du coup c'est vrai. Voilà, c'est comme dans un sport, hein. Si tes coéquipiers derrière ils te mettent pas non plus en valeur, c'est difficile d'avancer. Donc si t'as pas la passe décisive, tu vois, tu peux pas marquer tous les buts. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, et puis il est pas arrivé dans la bonne époque. Il est clairement pas arrivé dans la bonne époque. Je pense que tu remets un mec comme ça dans les années 90, à l'époque des grandes stars d'action, je pense que c'est une toute autre carrière qu'il a, parce qu'il a cette capacité de jouer et de se battre, et il a une physicalité, et il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non, puis je pense que dans tous les gens qui ont travaillé avec lui, je pense que c'est aussi l'équipier idéal, en fait. C'est un super professionnel. Sur Day of Reckoning, il finit avec il a un genou blessé, mais je crois que c'est les croisés qui s'est fait. Il est vraiment mal, parce que il souffre, il sait qu'il doit se faire opérer, mais c'est l'année en fait où sa carrière elle décolle. Tu vois, paradoxalement, et donc du coup ils se sont obligés de repousser un petit peu l'échéance, et quand tu te retrouves avec c'est la première fois où il doit se faire doubler sur certains coups portés, parce qu'il n'arrive pas à lever la jambe correctement, et quand c'est paradoxal. C'est ça, et tu te bats face à Arlovski, quelqu'un qui retient pas ses coups. Je l'ai entendu dans une interview, il disait en fait les accessoires c'était pas possible de lui donner des accessoires de cinéma, une fausse hache, une fausse batte, parce qu'il l'explosait à chaque fois systématiquement. Il retient pas ses coups, et il faisait exprès d'appuyer là où ça faisait mal, quoi, d'aller chercher. Lui il était encore dans un ring, et donc tu vois, c'est une brute, et ce qui donne la scène du magasin de sport dans Day of Reckoning, qui est c'est une de mes scènes préférées de tout film confondu en scène de combat, quoi. Déjà je m'y attendais pas, et puis elle est en chorégraphie, rythme, tout, il y a plus rien, c'est une bulle dans le film en fait, quasiment. Je trouve que
Elle est parfaite cette scène. Ouais, il y a aussi Arlovski, il y a quand même la scène aussi où il est avec sa hache dans l'appartement. Oui. En plus, j'aime beaucoup la façon dont il utilise l'espace, John Hyams, où il arrive très très bien à positionner qui est où, à rendre le côté un peu étroit de l'appartement. Tout en étant très lisible, et ça je trouve c'est une scène qui marche très bien aussi. C'est qui est très 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 féroce. Exactement, et comme tu dis, ça marche pas de la même façon si tu sais pas le mettre à l'image, quoi. Et là il arrive parfaitement à se positionner et à découper son film. Encore une fois, on parle d'un DTV à 10 millions, quoi, donc d'avoir autant c'est complètement au fou, cinéma, ouais. c'est dingue, quoi. Parce que là t'as les deux dans ton podcast, t'as Expendables 2 qui a 100 millions de dollars à côté. Ouais. Celui-là, il a coûté à peine 10 millions pour les scènes d'action qui montrent à l'écran. Mais après, les 100 millions d'Expendables, c'est parti dans les acteurs, hein, parce que le décor, c'est le même, les équipes, c'est plus ou moins la même chose. On est en Bulgarie, les effets spéciaux, ils sont faits en Bulgarie, les décors, ils sont là-bas, et en fait, c'est juste que tu as plus de beau monde à l'écran, quoi. Et c'est une boîte de prod, c'est New Image, Expendables 2, qui est aussi une boîte spécialisée dans les séries B, dans les films pas un peu fauchés en fait. Donc en fait, ils ont juste adapté les mêmes méthodes de prod. Exactement. Avec juste un cachet, avec 100 millions de cachets, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, t'as moins de cinéma dans Expendables 2 qui est à 100 millions que dans Day of Reckoning qui en est à 10, quoi. Et c'est ce qui fait, je pense que d'ailleurs, c'est le nouveau numéro 1 du classement, et c'est le seul à avoir une note au-dessus de 13, hein, parce qu'il a mis 16 sur 20 au total, parce que je survends un peu peut-être, mais en fait c'est tellement une bouffée d'air frais dans tout ce que tu manges sur cette carrière-là que en fait ça va être difficile de faire mieux, à mon avis, quoi. Vraiment, il y a autant sur la mise en scène, sur la chorégraphie des combats, sur la progression dans le jeu d'Atkins tout au long du film. Oui. C'est assez dingue, vraiment. Ouais, c'est un vrai bon film, c'est une surprise incroyable. Mais faut regarder le précédent aussi, hein. Je pense que ça reste. Le diptyque est bien. Le diptyque est vraiment bien. Moi, la scène de combat Van Damme Lundgren dans Regeneration, quel titre nul d'ailleurs. C'est très série B. Ouais, c'est très série B. Tu vois déjà, tu vois que les murs ils se jettent au travers des murs les uns les autres. Enfin, elle est super, cette scène d'action aussi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment dans la même envie de cinéma, en fait. Moi, j'ai été un peu moins. Je l'ai très bien classé là sur donc Van Damme Express. On classe tous les films de Van Damme. On a des notes un peu différentes, mais je pense c'est des critères qui sont adaptés aussi à leur scénario, à ces cinémas-là. Moi, j'ai une note bagarre, j'ai une note JCVD, j'ai une note artistique. Qui mélange un peu acteur, scénario. Toi, t'as vraiment séparé. J'ai un peu collé au concept du film le plus, où on va donner un petit peu nos préférences selon ces critères-là. Donc j'ai voulu rester cohérent, et ça me permet d'avoir un système de notation. 4 notes sur 5, et une note sur 20 qui me donne un classement qui est pas. Ça veut pas dire que c'est les meilleurs films forcément, mais du coup ça permet de classer en fonction de ces critères-là. Donc c'est toujours intéressant. C'est pareil, Day of Reckoning, moi je l'ai mis 11e sur, il y a combien ? Il y a 52 films de Van Damme. Ouais. Et en fait, je l'ai mis entre Double Impact et Risque Maximum. Et en fait, en termes de cinéma, parce qu'il y a les critères Van Damme, il est quand même un peu secondaire dans le film aussi. Ouais, il apparaît une demi-heure, je pense un peu moins même. Très bien utilisé, hein. Je pense que les deux, ils ont dû travailler quelques jours de tournage, Van Damme et Lundgren, mais c'est la façon dont ils l'ont utilisé, c'est très bien. Ça fait pas caméo rapide, un peu isolé. C'est ce qu'on voit tout au long du film quand même. Ouais. Moi, ce que je lui reprochais, si je pouvais lui reprocher des choses, c'était le fait qu'il était quand même largement sous influence, le film. J'y ai vu beaucoup de Terminator 2 quand même. Ouais. C'est clair dans la façon de découper les scènes d'action. J'ai vu beaucoup de Terminator 2 et du Apocalypse Now, et puis du McTiernan à droite à gauche. En fait, je lui trouve peut-être un petit manque de personnalité. En fait, je lui en veux de pas être une nouvelle icône du cinéma d'action, quoi. Je pense. J'ai été un peu dur pour ça, quoi. Ouais, mais je comprends, parce qu'en fait c'est le film aussi où il
Et alors, il digère pas forcément bien toutes ces influences et il les retranscrit. Il y a aussi beaucoup de Gaspard Noé dans ce qu'il dans ce qu'il fait, dans ce qu'il filme. Il a été très très marqué par Enter the Void, donc il retranscrit dans son film. Et il y a un peu de Cronenberg aussi. Enfin voilà, il le dit lui-même, hein, et il se fait un peu plaisir là-dessus. Mais c'est le mélange en fait qui fonctionne finalement. Mais c'est sûr que je te rejoins là-dessus. Il n'y a pas l'originalité qu'on pourrait attendre aussi de grands réalisateurs, ça c'est sûr. Ouais, mais ça mériterait en fait. John Hyams, je continue à regarder ce qu'il fait. Je crois qu'il a fait Cycle l'an dernier, j'ai pas vu. J'ai pas vu les derniers non plus. J'aimerais bien qu'il arrive à un moment à maturité à digérer tout ça et à nous sortir un super film. Il a le potentiel, quoi. Il est biberonné par son père au niveau de la photo, c'est propre. Au niveau du découpage, il a vraiment du savoir-faire. Maintenant, il faut qu'il trouve, comme tout réalisateur va trouver un film à lui, vraiment. Là, on n'est pas loin, quoi. On est vraiment pas loin d'un truc un peu ça reste un film assez unique quand même, je trouve. Ouais, complètement. T'as pas cité The Raid aussi dans le genre de film. C'est vrai, c'est à peu près aussi cette époque-là, un peu plus tard, mais oui, dans l'efficacité et la manière de la linéarité dans la progression aussi des personnages dans l'action. C'est clairement ça. Le The Raid est très proche de Dredd en fait. Dans son même son dans le côté, je suis dans un immeuble unique, lieu unique, et puis progression dans le lieu. C'est ça, exactement. C'est ces deux films hyper proches, mais. D'ailleurs, il va ressortir en version remasterisée, The Raid, et je pense que ça peut être bien parce à l'époque, il était, je dirais ce qui gênait un peu, c'était sa photo justement, et c'était assez sombre. Là, ils ont vraiment tout réétalonné le film, et j'ai vu quelques images, ça a l'air vraiment de tout changer, quoi. Donc, ce sera une redécouverte. Ce sera une redécouverte. Ouais. Et puis, si on veut faire une filiation, moi j'y vois quand même un peu une suite du cinéma de Tsui-Hark, parce qu'il y a d'autres films de Van Damme avec Tsui-Hark, il y en a deux. Et en fait, alors moi si vous écoutez Van Damme Express, les Tsui-Hark sont pas bien classés. Hein. Moi je suis pas un grand fan de Tsui-Hark, parce qu'en fait, c'est pareil, je lui en veux un peu. Pour moi, Tsui-Hark, c'est quelques scènes géniales dans un film qui ressemble à rien. Enfin, globalement, je schématise, mais j'ai un peu du mal avec la cohérence du. Alors, tu parles de Tsui-Hark à Hollywood. Même Hong Kong en fait, parce que qu'est-ce que j'ai vu de Tsui-Hark, j'ai vu 3-4 films de Tsui-Hark, même des hongkongais. En fait, dedans, je trouve en fait la narration pas très efficace. Et j'ai vraiment l'impression que son projet, c'est des scènes. Bien défini dans le film. Tu parles peut-être de Time and Tide, du coup. Time and Tide, oui. Ouais. Time and Tide, j'ai vu Time and Tide, effectivement, il y avait ça, mais Time and Tide, pour moi, c'était un peu la suite de... pour Van Damme, il a fait Double Team et... Piège à Hong Kong. Pas dire n'importe quoi. Et Piège à Hong Kong. Ouais. Piège à Hong Kong, pour moi, c'est... il bazarde un peu le film, mais il prépare des choses pour Time and Tide. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est un réalisateur un peu caractériel, au moins à cette époque-là, et il a tendance à un peu tout envoyer balader quand ça va pas. Et c'est ce qu'il fait sur Black Mask 2, dont je parle au tout début du podcast, qui est une catastrophe industrielle, mais qu'il a quasiment volontairement sabordé en fait. Donc il a un peu de ça. Après, je comprends, Time and Tide, c'est un film qui est déroutant. J'ai pas tout vu de Tsui-Hark, loin de là, mais j'ai adoré par exemple Detective D, des films comme ça, où là il est vraiment... C'est plus posé. Ouais, carrément. Donc on est dans complètement autre chose. Mais ce qu'il a fait avec Van Damme, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Hein. Déjà, tu fais venir Dennis Rodman pour faire un film, il faut te poser une question. Et puis après, Piège à Hong Kong, il faudrait que je le revoie. Hein. Ça fait très longtemps, mais il y a ce côté aussi un peu comédie. Mais justement, comédie hongkongaise, des buddy movies en même temps. Donc c'est un film aussi fourre-tout qui je pense conserve son charme par ce côté-là en fait, parce que c'est un film autre. C'est pas, il rentre dans plusieurs cases en même temps et il est un peu bordélique. Ça, c'est une certitude. Ouais, mais dedans, en fait, il y a quelques scènes incroyables d'action, vraiment très très bien mises en scène. Enfin, il y a notamment celle du hangar où il s'échappe là, il est poursuivi. C'est d'un découpage de dingue. Je pense qu'il est hyper storyboardé. C'est une scène au cordeau. Elle est quasiment parfaite.
En plus, Van Damme dedans, il est très bien. Enfin, voilà. Et juste derrière, on a une scène de comédie avec deux chants contre chants, un peu pauvres et un éclairage nul et aucune direction d'acteur. Enfin, je trouve. Enfin, moi, il m'a toujours décontenancé pour ça. Choyark, dans tous les films que j'ai vus, c'était, je passe d'un truc incroyable des scènes qui m'auront marqué, qui vont me marquer longtemps, à des trucs ni fait ni à faire, quoi. Ouais. Donc, je comprends. Bon. Je comprends. Voilà. Et dans la façon de découper les scènes d'action, il y a un peu ça aussi, pour moi c'est un petit peu la même filiation de cinéma qu'on va retrouver après avec les Day of Reckoning, ce côté hyper chorégraphié et prévu au plan près. Ouais, tout à fait. Je trouve. On a une petite période dans les années 2000 où moi j'étais un peu triste. Tu parlais dans ton podcast des Jason Bourne. Qui est un peu la naissance du film d'action, ou en tout cas des scènes d'action qui sont hyper découpées, donc avec un montage vraiment hystérique et de la shaky cam, et on en a bouffé après pendant 10 ans, quoi, et ça c'était un fléau. Ça a été un fléau dans le cinéma. Ouais. Et tu retrouves beaucoup, et en fait après tout le monde a voulu un peu singer ça. C'est-à-dire que quand je dis singer, c'est vraiment reproduire sans réfléchir, en fait, et ça donne des films qui sont complètement illisibles et qui racontent rien, en fait. Mais c'était vraiment, on était dans cette mouvance-là, on veut faire comme Doug Liman, comme Paul Greengrass, et surtout Greengrass, je pense, qui a apporté ce côté-là encore plus, et sauf que ça pourrit le découpage et la mise en scène pendant des années, mais c'était revendiqué. Moi j'avais rencontré à l'époque de la sortie, alors tu peux rire, mais de Banlieue 13 Ultimatum, Patrick Alessandrin, son réalisateur, et quand tu lui demandes ses influences, direct il te parlait de ça, quoi. Et avec le recul, tu te dis ça veut tout dire, en fait. Et t'as pas compris le cinéma d'action, quoi. C'est pas juste l'action, c'est pas dire je secoue ma caméra, je découpe, ça va vite, et donc il y a de l'action. Non, c'est tu peux être posé et puis montrer des choses à l'écran qui soient vivantes et qui soient intéressantes à voir, tout simplement. Ouais, il y a quand même des films qui ont fait résistance, mais c'est vrai que tu parlais des Jason Bourne, donc tu avais des fois des scènes complètement folles, avec des cascades incroyables, et juste le montage et la façon de tenir la caméra te pourrissait la scène, et t'avais plus de volume, t'avais plus d'espace, ça racontait plus grand chose. Tu sortais crevé de la scène, alors ça avait un petit effet, effectivement, t'étais avec les gens, quoi. C'est ça. Tu prenais les coups et tout, mais en fait t'avais pas vu grand chose. Et on a un petit, pour moi il y a eu l'émission Impossible qui ont un peu survécu à ça quand même. Moi j'adore cette saga. Continuer à... ils ont toujours. J'aime moins le 3 en fait dans la série. Je trouve que c'est celui qui ressemble beaucoup à un téléfilm, mais les autres. Pour moi, ils ont toujours eu ça, c'est ce goût en fait de mettre en scène de l'action. Sur les James Bond, tu as eu Casino Royale qui était vraiment super pour ça. Et juste derrière, tu avais Quantum of Solace qui faisait complètement qui reprenait cette mode de frénésie et de shaky cam où il y a aucune scène on ressortait du film, on n'avait aucune scène en mémoire. Non, c'était. En plus, ça coupait un peu dans ton élan parce que t'es reparti avec Casino Royale, tu te dis tout change et c'est canon, et puis tu te prenais Quantum of Solace derrière, c'était un peu plus compliqué. Ils se sont un peu rattrapés par la suite malgré tout. Il y a eu mieux. Il n'y a pas eu du niveau de Casino Royale, je pense, mais ça s'est amélioré quand même. Ça s'est amélioré quand même, ouais. Voilà, donc on n'est pas vraiment, je pense qu'on n'est pas vraiment nostalgique du cinéma des années 80-90, je sais pas toi, moi il y a des choses en fait, il y a eu des révolutions dans le cinéma d'action et qui me passionnent, et il y a encore des films que je trouve d'une tenue, on regarde Terminator 2 aujourd'hui, en termes de découpage de scènes d'action, ça reste une leçon de cinéma, de film d'action. Mais pour autant, je trouve que dans les trucs modernes, il y a beaucoup de choses super intéressantes avec des auteurs qui essayent de s'émanciper de ça. C'est vachement dur de s'émanciper de Terminator 2 quand on a bouffé ça à 10 ans. C'est clair. Bon. C'est clair. Non, il y a eu, heureusement, on n'est pas on n'a pas non plus que des réactions de vieux cons, on va dire, tu vois. Même si on prend toujours plaisir à revoir des films qu'on a vus plus jeunes, c'est bien aussi que les choses changent et que les choses évoluent. Alors... je sais pas si j'ai tu veux parler de l'action moderne, entre guillemets. En même temps, je te dis ça, mais c'est un vieux réalisateur. Je veux dire, quand tu vois du Fury Road,
Je vois ce que George Miller fait avec Fury Road, c'est absolument dingue. Mais sur la partie action, au-delà des Missions Impossibles et des James Bond, t'as eu gérer John Wick dans une certaine mesure, parce que forcément... C'est pour reboucler sur Atkins, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Non, mais parce que j'essaie de réfléchir à des films comme ça récents. Enfin, si on a parlé de The Raid et sa suite qui est assez folle aussi. Mais oui, je pense que John Wick a réussi. Et là, en fait, il est en train de faire ce que Jason Bourne a fait. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde veut singer John Wick. Et c'est là où ça devient un problème, quoi. Ouais, ça devient un problème, et d'un côté, c'est une façon de faire du cinéma qui me parle plus. Alors, c'est un petit peu dépouillé. Là, on est vraiment, ok, c'est John Wick, de toute façon, le concept, c'est ça, c'est bon, on va vous montrer de l'action. C'est ça, de la bagarre, et c'est... La bagarre. C'est vraiment ça. Avec quand même des personnages iconiques, avec quand même... mais il y a une façon de mettre en scène l'action qui me parle un petit peu plus. Après, si on met ça dans des... Parce que ce qui porte des scènes d'action aujourd'hui dans les blockbusters, il y a les Marvel, il y a tous les films de super-héros, où moi j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant depuis assez longtemps. Il y avait le film X-Men qui était pas mal quand même à une époque. Mais surtout dans chez les derniers Marvel, Marvel que j'ai vus, j'ai pas vu grand chose où je me suis dit tiens, ça c'est intéressant en termes de scènes d'action, c'est intéressant. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. J'ai vu des choses bien faites, quoi, mais guère plus. Donc s'ils veulent s'inspirer vraiment de choses un petit peu plus écrites pour les scènes d'action, pourquoi pas? Faut être optimiste. Ouais, c'est ça. Essayons de l'être. Mais voilà. Mais qu'une saga comme John Wick fonctionne au cinéma, moi ça me plaît bien, en fait. Ouais, carrément. Carrément, c'est parce qu'après, c'est vrai que j'ai l'impression maintenant qu'on a des itérations en fait de John Wick. T'as Nobody, c'est John Wick chez un prof. Là, j'ai vu le nouveau film de Dev Patel qui va sortir, c'est John Wick à Bombay. Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est Martine maintenant, tu sais, Martine à la plage, Martine à la ferme. On a John Wick un peu partout et dans tous les univers, un peu comme on a vu avec le film de kidnapping avec les Taken qui a eu des dérivés pendant 10 ans après. Enfin, c'est parti. C'est vrai que là, il y a un truc qui marche, on va refaire l'identique. Mais ça a toujours été. C'est-à-dire, on a eu tous les die-hard possibles avec toutes les stars d'action possibles dans tous les lieux et les véhicules. Et Peter Hyams. Exactement. qui est bien. Hein. Moi, c'est effectivement un de mes petits coups de cœur de cette vague-là avec Under Siege avec Steven Seagal, quoi. Ouais. Qui sont des petits pas pour plaisirs, les mêmes raisons. Non, c'est pas pareil, mais c'est des films plaisants à voir. Oui, complètement. Ouais. Avec aussi le Stallone que j'aime bien, moi, le Cliffhanger, c'est clairement Die Hard à la montagne. Ils l'ont tous fait, je crois. Et puis ils ont tous été plus ou moins des scénarios potentiels pour Die Hard. Je crois que Speed, c'est aussi un scénario qui est abandonné pour Die Hard et qui est repris derrière pour. C'est des films qui se ressemblent beaucoup. Mais c'est une période que j'aime bien aussi. Enfin, même si c'est un peu Die Hard dans un bus, Die Hard machin. Moi, j'aime bien ce genre. Ouais, carrément. Tu peux aller chercher justement tu te passes ta bonne heure et demie, t'as vu un film sympa et des fois, en fait, il faut savoir s'en contenter, quoi. Quand tu dois te taper des films de 2h30 où finalement tu passes plus ton temps à regarder ta montre, mais c'est une grosse franchise, donc faut le voir. C'est un peu plus compliqué que des petites séries B comme ça, un peu plus friquées que maintenant et qui durent 1h30 et c'est efficace et tu passes un bon moment. Tout simplement. Et tu passes un moment. Alors, tes préférés de Van Damme, du coup Alors, j'étais préparé ça. Une petite liste, ça n'a pas été évident. Alors, je vais faire un disclaimer tout de suite. Je pense n'avoir jamais vu, ou en tout cas, je n'ai aucun souvenir de Bloodsport et Kickboxer. Donc je sais, c'est grave quand on s'attaque à Van Damme. Mais alors comme ça, faut se dire que t'as encore ça à voir. J'ai encore ça à voir, c'est ça. Et pourtant, j'ai le DVD de Kickboxer en belle édition, donc faut que je le mette un jour. Non, moi je vais citer. Donc j'essaie de ressortir un peu ça de mes souvenirs. J'ai fait un top 10 du coup. Je vais faire par la fin. J'ai mis Street Fighter parce que film d'enfance aussi, pareil, parce que fan de Street Fighter 2, que à l'époque moi je jouais sur Amiga et je l'ai fait au moins 10 fois le jeu, et donc quand est sorti le film, je voulais le voir, je voulais voir les personnages s'animer. Alors je me suis quand même posé la question
quand même c'est bizarre la manière dont ils sont représentés, mais j'aimais bien voir ce film-là et je connais, je suis tout à fait au fait de ses limites qui sont énormes et de son côté nanardesque. Je l'ai revu il y a quelques années quand même, ça fait un petit moment, et je me suis dit ah ouais, c'est quand même rude. C'est vraiment rude, mais en fait Mortal Kombat était mieux, je pense. Oui, peut-être, ouais. Pour le coup, j'ai pas revu Mortal Kombat depuis longtemps, mais il faudrait effectivement pouvoir comparer les deux. Mais je pense que ça doit pas être difficile quand même de faire mieux. Et puis c'est l'époque cocaïne aussi de Van Damme. Ça me fait un peu rire, quoi. C'est vraiment dur. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il y a peu de combats en fait. Oui, c'est vrai. Ils sont tous coupés, il démarre à peine qu'il n'y a rien en fait. C'est ça, c'est vraiment juste des introductions de personnages et de cocher les cases on va vous montrer tous les personnages de Street Fighter et ils ont tous une histoire qui a rien à voir avec ce que vous imaginiez, quoi. Donc c'est. Ouais, puis le regarder aujourd'hui, c'est un nanar, à ce sens de film nul et quand même rigolo à regarder. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a plein de scènes où en fait on voit les acteurs en second plan qui font rien ou qui juste se baladent au hasard ou qui. Ouais, c'est ça. c'est un film qui est rigolo parce que c'est vraiment ni fait ni à faire, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, je l'ai mis à la fin du top quand même pour en parler. J'avais mis Cavale sans issue parce que j'ai un souvenir brumeux, mais je me souviens avoir été pris dans ce film-là. Et dans cette fuite que j'ai longtemps confondu avec Chasse à l'homme en fait, et quand j'ai revu Chasse à l'homme, je me dis non, c'est pas du tout celui-là auquel je pensais, et du coup j'ai un bon souvenir de Cavale sans issue et de son côté un peu différent de ce que faisait Van Damme justement, et un peu côté dans mon souvenir un côté un peu western, un petit peu homme seul, et les films de fuite j'aime bien en fait, de ce côté partir et de devoir faire attention à pas se faire attraper, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire et je me souviens avoir été happé par ce film là à l'époque, mais j'ai pas vu depuis longtemps, donc je peux pas être trop. Cavale sans issue, c'est celui que j'ai classé comme étant le film le plus romantique que Van Damme n'ait jamais fait. Oui, c'est vrai. Avec c'est Rosanna Arquette qui est son love interest. Effectivement. Il n'est pas plus romantique que ça en fait. Non, mais il y a une scène un peu olé olé dedans et c'est parti, quoi. Il y a un peu d'érotisme soft, mais en fait c'était le même réalisateur que Basic Instinct, le même scénariste que Basic Instinct. Okay. Donc on sent un peu. Ce côté, c'est la mode du sous Basic Instinct. C'est ça, le thriller érotique est là, donc il faut en mettre un petit peu. Ok. Tu vois, c'est ça. Ensuite j'ai mis Double Impact parce que c'est pareil, c'est un film que j'ai beaucoup vu petit, que j'ai revu il y a quelques années et je me suis dit ah ouais, j'ai vu ça petit. J'avais peut-être pas le bon âge, et voilà le côté jumeaux complètement opposés, etc. C'était vraiment marrant. Puis il y a une part à Hong Kong aussi, donc c'est pas mal. Cette partie Hong Kong est vraiment sympa, on a l'impression de faire du tourisme, c'est bien, c'est ça. C'est bien exploité, carrément. Donc voilà, je l'ai mis. Ensuite, alors j'ai mis Lucas, mais plus pour d'autres raisons, parce que le film en lui-même n'est pas terrible. J'ai trouvé, mais il est pas mal dans son jeu. Van Damme, il a assumé ce qu'il était en fait. Et le voir jouer en français, il a un côté plus naturel en fait que quand il joue dans. Je pense à Assassination Games par exemple, où il fait la gueule pendant tout le film, et je l'ai pas trouvé super bon là-dedans. Dans Lucas, j'ai l'impression qu'il croit un peu plus au projet. Après, Julien Leclerc est pas non plus un excellent réalisateur, même s'il fait des films très efficaces. Bon, là, j'ai vu qu'il faisait le remake du Salaire de la peur. Ça m'inquiète un petit peu avec Franck Gastambide, donc voilà, on est loin du film original qui m'avait moi beaucoup marqué, mais c'est le film où j'ai pu choper mon autographe de Van Damme. En fait, j'étais allé à l'avant-première et il était là, et donc je lui ai fait signer mon DVD du film qui va arriver en numéro 1. Je tease un petit peu. Ensuite j'ai mis Jean-Claude Van Johnson. Alors c'est pas un film, mais j'ai beaucoup aimé la série en fait. Ça m'a fait vraiment voilà, encore une fois il s'assume, et la série elle est hyper divertissante en fait pour ce qu'elle est, et voilà, il y a pas c'est pas un chef-d'œuvre de la série, mais j'avais passé un excellent moment. Ça passe très vite et je l'ai trouvé très bon là-dedans en fait, dans son second degré, et en même temps il y a de l'action, il y a un peu de tout, donc je sais que tu l'avais classé aussi, du coup toi t'en avais parlé. Ouais, j'ai classé très haut, je l'ai mis dans le top 10, la série. Moi je l'ai trouvé très bien aussi. Je trouve que
Un peu dans la suite de JCVD où il parle de lui-même en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ni forcé ni rien. Derrière, il fera le film Netflix qui est un peu. Je pense qu'ils ont voulu utiliser un petit peu ce truc-là, de le mettre en ridicule. Le dernier mercenaire. Pour le coup, que c'est raté, alors que c'est le dernier mercenaire. Ouais. Et du coup, Jean-Claude Van Johnson, je trouve que c'est aussi un hommage à cette façon de faire des films d'action en Bulgarie et qui est très drôle et aussi très bien faite. Enfin, les scènes d'action de cette série sont bien, les twists sont rigolos. Moi, c'est vraiment une série qui est bien faite, quoi. Puis quand tu t'intéresses un peu à ce milieu-là, tu dis ah oui, d'accord, tout est justifié, c'est pour ça. Et ça, c'est drôle, quoi. C'est vraiment drôle. Il allait en Bulgarie parce que forcément il espionnait là-bas, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est assez marrant. Et un peu dans la même mouvance, j'ai mis forcément JCVD, qui est un tournant aussi dans sa carrière et qui lui permet d'avoir une forme de renouveau aussi, de gagner un peu plus en légitimité et qu'on arrête un peu de se moquer de lui. Il en parle beaucoup et je pense que Arthur et des mecs comme ça ont fait beaucoup de mal à la carrière de Van Damme ou Ardisson notamment. Tous ces gens pas très recommandables. Je pense qu'il sait s'aborder lui-même. Mais après il a eu besoin de personne pour s'aborder sa carrière. Ils ont quand même beaucoup appuyé dessus, tu vois. Oui, c'est sûr. Il a eu une période cocaïne, femme, très très compliquée, où je pense qu'il était aussi très compliqué à gérer alors qu'il avait des ponts d'or. Et mais tout seul il sait s'aborder on en est venu en fait à c'est ça, médiatique français. En fait le problème c'est que derrière on a appuyé beaucoup sur dès qu'il faisait une interview on ressortait tel quel, vous avez vu c'est con, il part dans des délires, mais en même temps personne l'écoutait et du coup ça m'a beaucoup dérangé parce que derrière son côté un peu fou et survolté, il dit pas que des conneries non plus en fait, et quand tu creuses tu comprends ce qu'il veut dire, et c'est juste qu'il a une manière de le dire à lui, quoi. Et donc voilà, c'est plus ça qui m'avait dérangé, et du coup ce film là JCVD vient un peu remettre l'église au milieu du village et lui permettre d'avoir une seconde chance en tout cas dans le côté un peu plus mainstream du cinéma. Oui, c'est le film où on arrête de se moquer de lui. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. Effectivement, il a dit ça, c'était rigolo, mais ça reste un grand bonhomme du cinéma, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Voilà. Étonnant, effectivement, son acting dedans. Et je pense que ça a été provoqué quand on voit les making-of. Il a été mis dans certaines situations d'improvisation, sur son monologue, ouais. Je pense même, il y avait c'était Mabrouk El-Mouchri, je crois, qui est une Meshri qui réalise. Et qui disait que en fait il a essayé de le mettre en situation où il n'a pas l'impression d'être filmé. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il est super. Rien que dans la scène d'intro, qui est un bel hommage aussi, et puis son monologue qui est dingue, voilà. Moi, ça me fout les poils. On s'en souviendra. Ouais. C'est ça. Ensuite, j'ai mis Mort Subite. On parlait des itérations Mort Subite. d'Di Hard. Voilà, en plus, c'est un film que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, et c'est un film fun, efficace, et il est bien. Il y a une super scène de bagarre dans la cuisine avec une mascotte qui est restée dans les annales. Et c'est génial parce qu'elle est super premier degré, cette scène. Elle est tournée comme une vraie scène de bagarre, sauf que le mec est dans une mascotte de pingouin. C'est ça. C'est génial. Ouais, franchement, c'est un super film qui mérite d'être revu. En 3, j'ai mis Universal Soldier parce que pour toutes les raisons. Peter Iams, Mort Subite. On a pas dit, c'est le père de celui qui a fait les deux. Tout à fait. Peter Iams. Et après Universal Soldier pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2, j'ai mis Hard Target, forcément, de John Woo, quoi. Donc, comment c'est en français, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Chasse à l'homme. Parce que John Woo avec Van Damme, et parce que c'était tellement poussé aussi à l'extrême son côté de John Woo, que le film fonctionne grâce à ça, en fait, et c'est un pur plaisir de revoir ça là. Tous ces gimmicks sont là, tous ces tics, et du coup et mettre Van Damme là-dedans, ça marche bien, vraiment bien. Donc c'est un vrai plaisir. Je vais devoir parler du 2 bientôt. Oui, c'est l'affiliation. Et encore un truc sur l'affiliation Van Damme Atkins, quoi. Atkins, c'est vraiment l'héritier de Van Damme. Je pense. C'était son héros, de toute façon. Ouais. Donc il fera. Il me semble qu'il avait été je pense qu'il a été prévu pour la suite de Kickboxer,
où c'est Alain Moussy qui finalement avait pris le rôle. Il l'avait rencontré, ils en avaient discuté, je pense que c'était après The Shepherd, où il avait dit, parce que c'était pas super bien passé, et il lui avait dit écoute, j'ai quelque chose pour toi. À l'époque, ça devait être une série. Et il devait reprendre ce rôle-là, et puis finalement, ça s'est pas fait pour diverses raisons, et donc c'est Alain Moussy pour le résultat qu'on connaît, quoi. Oui. On va dire ça comme ça. Voilà. Encore une fois, il y a quelques scènes à sauver. Je les ai pas, j'ai pas de souvenirs, mais ouais. C'est quand même très moyen. Ouais, et puis quand l'argument c'est de te dire on a eu Ronaldinho et dans le prochain on aura Neymar, tu as compris aussi là où il faut en venir. Ronaldinho et Mike Tyson. Et Mike Tyson, c'est vrai. Oui, parce que c'était pas suffisant. Et non, c'est assez fou. Voilà. Et le dernier, mon préféré, je pense que c'est Time Cop. Donc Peter Hyams. Encore. Peter Hyams. Et donc c'est le DVD Time Cop que j'ai fait dédicacer quand j'ai rencontré Van Damme, forcément, parce qu'il y a tout en fait. Il y a Van Damme fort à la bagarre, il y a Van Damme marrant, il y a de la science-fiction et le film est bien et c'est en tout cas c'est peut-être un des plus beaux films et un des films les plus cossus qu'il ait pu faire. Et il est à ce moment-là son top, quoi. Plus de gueule. Ouais. Vraiment ça. Et il est au top de sa carrière à ce moment-là. Et donc moi c'est mon préféré de tous. Ouais, mais moi je l'ai mis 5e Time Cop. Moi j'avais un Chasse à l'homme, 2 Kickboxer, 3 Bloodsport. Donc tu vois, t'as les deux du top 3 que t'as pas vu. C'est vrai. Il y a encore un peu de potentiel de trucs à regarder. Et en plus, quand je t'écoute, j'ai envie de les regarder, quoi. Il faut que je m'y mette, c'est tout. Ouais, mais tu verras, Kickboxer, si t'as vu Double Impact, n'est pas très loin dans l'esprit, dans le genre, dans le truc. C'est un peu. C'est Jean-Claude Van Damme Begins, tu vois. C'est un peu ça. Et Bloodsport, c'est un petit miracle. Je sais pas comment ils ont pu faire un film avec si peu de bonnes intentions, faire un film si iconique, quoi. Enfin, tu verras. Ouais, mais je rattraperai ça, on en reparlera. On en reparlera, ouais, avec plaisir. La suite, toi t'as pas fini Scott Adkins. J'ai encore du boulot, hein. J'ai encore pas mal de boulot. T'as quoi, t'as 1 an, 2 ans Ouais, j'ai bien 2 ans là, avec le rythme que j'ai. Alors c'est pas toujours. J'essaye de le faire une fois par mois. Là, ça a pris plus de temps parce que plus de choses à dire et puis préparer l'émission avec toi aussi. Donc forcément, j'essaye d'en faire donc 3 films par mois. Il faut le temps de préparer tout ça, d'aller chercher les infos, de tout condenser. C'est pas toujours simple, mais ouais, donc environ 2 ans pour arriver au bout, sachant que j'avais prévu 20 épisodes, il y a déjà un 21e qui s'est calé parce qu'il y a 3 nouveaux films déjà, donc c'est pas fini. Il est actif, en fin de bourre, hein. Il sort de John Wick et c'est vrai que le parrainage de Donnie Yen lui fait du bien. Ça on n'en a pas parlé, mais vraiment. Tu veux en parler dans les films après, mais oui. Voilà. Oui, non, on y arrive. Puis très bonne chose. Quand tu regardes un peu les perspectives, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que des personnes qu'il a rencontrées au début de sa carrière vont aussi le recroiser ensuite, qu'il y a toujours les mêmes personnes qui reviennent, et voilà, tout un univers. Je parle beaucoup de J.J. Perry au début des épisodes, qui est un coordinateur des cascades, qui va finir par être réalisateur aussi, donc il va l'emmener, il va aller chercher sur des productions un peu plus importantes. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, et en même temps il y a ces réalisateurs amis qui sont Florentine, même si ça va se tasser là assez rapidement, mais après il y a Jesse Van Johnson, il y a James Nunn avec qui il va travailler régulièrement, et ça va être intéressant de voir la progression à la fois des réalisateurs et des productions. Donc il y a encore pas mal de choses intéressantes, et malgré Jerry devient de plus en plus connu malgré tout, mais en même temps il continue de faire toujours le même type de production parce que son public est là-dedans, et donc il va falloir continuer à s'accrocher. Là il est parti encore en Thaïlande pour aller tourner un film. Il vient de sortir l'année dernière un film égyptien, tu vois, il y a beaucoup de filiation avec la carrière de Van Damme, hein, puisque du coup toi t'es allé aussi en Turquie pour aller chercher certains films, donc ça va être un peu pareil. Il retourne avec Ernie Barbarash, avec Peter Hyams, le dernier film de Peter Hyams en 2018, tu vois, il est allé le rechercher. Ringo Lam, jusqu'à la fin de la vie de Ringo Lam, il faisait des films avec, quoi. Il a fait In Hell, qui était dans les derniers films de Ringo Lam. En fait, c'est des gens qui sont venus le rechercher aussi, en se disant, alors peut-être moins facile de bosser avec Van Damme. Alors je pense qu'aujourd'hui ça s'est tassé, hein, c'est quelqu'un, je pense, facile à travailler dans les années 90.
Mais il y a du coup une fidélité d'un côté et de l'autre, où je pense que c'est des gens qui vont répondre aussi à ce côté famille, cinéma-famille aussi. Ouais, c'est carrément ça. Et puis, donc encore plein de filiations à faire et voilà, de choses à voir. Mais voilà, l'avantage, c'est que c'est des films qui sont rarement longs. Finalement, je préfère, en fait, tu vois, me faire un DTV d'1h20, d'1h30. Et parfois, c'est dur, parfois, tu rigoles et du coup, tu passes aussi des bons moments. Mais en fait... dans le choix que j'ai fait d'être exhaustif, finalement voir des grosses productions hollywoodiennes dans lesquelles tu le vois une demi-seconde, c'est un côté un peu frustrant, mais il faut en parler, il faut en passer par là et j'irai au bout de la démarche. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé là-dedans, c'est faire un peu aussi une étude humaine en fait, et je vois vraiment ça comme une étude et de voir comment on évolue dans une carrière et moi en tout cas si tu veux, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé ailleurs. En tout cas pour parler de Scott Adkins, il y a des podcasts qui en ont parlé, il y a un épisode de Discordia qui est consacré, mais ils parlent des films qu'ils ont vus et ils n'ont pas tout vu forcément et du coup voilà, j'avais envie de creuser vraiment la chose et je trouve l'exercice passionnant, même l'exercice de manière générale de la filmographie comme tu l'as fait, c'est ça qui m'a donné aussi qui m'a donné envie. De se dire bon bah tiens, un artiste, que ce soit un acteur, un réalisateur, on va tout regarder et on va voir un peu ce qu'il a fait. Et puis les classements, c'est un côté ludique que moi j'adore, donc c'est pour ça. C'est aucun sens, texte, mais c'est cool. C'est marrant. Donc voilà pour la suite. Encore un petit peu de boulot. Mais du coup toi t'arrives au bout. Pour Van Damme, alors Van Damme quand même, il a signé un film avec Netflix encore. Le Jardinier. Voilà. Bon, donc, ça donne envie. Ça donne quelques garanties de sortie. On sait qu'il est déjà, on sait où il va sortir. Donc il y a au moins ça. Il y a Darkness of Man qui a été tourné en 2022 et qui est aussi normalement à la distribution cette année. Voilà. Et sinon il y a toujours. Alors moi c'est celui que j'attends le plus, c'est son Arlésienne, le film qu'il a réalisé en 2008. En fait il y a un Van Damme de 2008 que personne n'a vu. Il y a plusieurs montages en forme quoi. Oui, il a remonté 15 fois, il a 50 noms, c'est Frenchy, Full Love. Alors après dans les séries B on a l'habitude. Les films à 15 noms. T'avais parlé de The Shepherd avec Atkins et Van Damme, celui-là il a 3 ou 4 noms. Il change tout le temps, Trafic Mortel et après même Assassination Games. Border Patrol. Border Patrol. En fait il change les noms aussi par opportunisme. Assassination Games, je le dis dans le podcast, il s'appelle comme ça parce que Weapon c'était trop loin dans le listing du marché du film. Donc c'est assez hallucinant quand même toutes ces choses-là, mais ça fait partie justement des choses qui sont marrantes et intéressantes à raconter sur cet univers-là quoi. Carrément. Donc ce Frenchy, je sais pas quel est son nom actuel, c'est peut-être Eagle Pass. Eagle Pass, j'ai surtout entendu parler sur Eagle Pass. Et lui, il l'a tourné en 2008 avec tous ses enfants, comme il fait tourner souvent ses enfants, et ça, je pense que ça va pas faire un bon film, mais bon, il y a du Van Damme de 2008 qu'on n'a pas vu quoi. C'est ça, c'est encore là, et il réalise du coup. C'est ça, il y a une time capsule comme ça. On est en attente, on sera prêt. On sera prêt le jour où ça sortira. Puis je sais pas, Netflix, ils sortent Le Jardinier pour la promo, ils pourraient juste le distribuer. Ça pourrait être, mais pour l'instant ils prennent pas l'opportunité. Donc je pense qu'il y aura quelques épisodes de Van Damme Express encore, mais c'est sûr que on est plutôt sur sa fin de carrière. Et sinon je pense très fort à un autre Express. et je ferai Stallone Express. Ça c'est bon ça. Je pense que je vais le commencer cette année. Je vais essayer de le démarrer cette année. J'ai quelques trucs perso à régler avant parce qu'après on s'engage. C'est ça. C'est clair. C'est parti, là, tu peux plus t'arrêter et il faut tenir le rythme, ça c'est clair. Il faut tenir, il faut que je choisisse la bonne cadence. Il y a une bonne filmo, donc je pense qu'il faut que je fasse 2 par 2, pas 1 par 1 comme ça. Il y a quand même pas mal de films que j'ai vus. J'aime beaucoup Stallone aussi parce que c'est... là je vais voir des meilleurs films qu'avec Van Damme. Proportionnellement t'as plus de chance, c'est clair. C'est plus un auteur aussi, il y a le côté auteur qui me plaît beaucoup. Tu pars de plus loin. Compliqué. Je pars de plus loin et là il y a 2 décennies de plus, au moins une. Il commence les années 70, donc c'est ça.
Tu vas avoir pas mal. Et puis je suis en train je sais pas comment je vais traiter parce qu'il a fait beaucoup de caméos et de petites apparitions pendant 10 ans quoi, avant de faire Rocky, avant de faire son. Ouais, parce que t'as pas envie de parler de Taxi 3 et de Spy Kids 3 en fait. T'es en train d'essayer de trouver un subterfuge pour pas avoir à les évoquer. C'est ça. Bah, je pense que je vais regarder les caméos sur YouTube et puis j'accélérerai. Je pense, ouais, je m'infligerai pas non plus ça. Taxi 3, j'ai vu une fois, ça suffira. Je pense que c'est bon. Je pense que tu peux. Par contre, Spy Kids, il a un rôle plus important et. Je vais regarder Spy Kids. Ça fait partie. Il est dans ma liste. Ouais. Ça, c'est rude. Je suis obligé. Ouais, mais après, puis c'est un gars qui a qui a relancé 3 fois sa carrière. C'est passionnant. Je pense qu'il a un arc très 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 intéressant. Carrément. Qui est peut-être un peu moins sous le radar que Van Damme, quoi. J'avais vu 3 films de Van Damme, là j'en ai vu peut-être une dizaine, peut-être plus. Non, j'ai peut-être vu plus que ça. Mais. Puis voilà. Il y a beaucoup de choses de va-et-vient aussi, et une carrière qui démarre fort, qui repart de manière plus compliquée. Voilà, du coup ça va être vraiment intéressant d'avoir ces phases-là à chaque fois que tu vas parler d'un film, quoi. Donc, ouais, et puis aussi avec une carrière, il est sur fin de carrière aussi, Stallone. Ouais. Il y a d'ailleurs Alain Dorval, son doubleur, qui est décédé. C'est vrai, cette semaine. Hier ou avant-hier, là. Ouais. Voilà, donc. C'est des gens qui ont plus de 70 ans, hein, donc ils vont plus tourner 5 fois par an. Enfin voilà, j'ai un podcast. Je pense je peux aller quasiment au bout de sa carrière, et puis après, s'il a quelques bons films qui sortent ensuite, c'est possible encore. Hein. Il vient de sortir une série, il est très actif encore. Ouais, carrément. Enfin, c'est un beau projet. Encore pas mal d'épisodes en perspective, quoi. Ouais, et peut-être des films avec Atkins un jour encore. Bah, écoute. On verra. Il y en a un seul, mais... Pour l'instant, il y en a un, on en a parlé rapidement, en tout cas je le traite dans cette émission-là. Mais ouais, pourquoi pas, quoi. Intéressant, donc pas encore de date. Non, je pense au début de l'été, je pense que là je suis vraiment dans la partie pré-production, tu vois, donc à construire le concept, j'ai un peu bossé le jingle, ça c'est important quand même, j'aime bien la partie jingle. Ouais, c'est important, il est très bien, celui de Van Damme Express. Ouais, j'étais très content, j'ai trouvé assez vite un truc qui se fait un peu 80s, un peu B, mais aussi mais quand même un peu punchy. Donc j'étais content, il faut que je trouve un truc aussi bien, donc c'est compliqué. Forcément, bah ouais. Et du coup, en attendant, on peut te retrouver quelque part, comment ça se passe ? Eh ben, il y a on peut me retrouver très peu sur les réseaux sociaux, mais j'ai ce podcast Van Damme Express. Il y a la route du ciné-club que je faisais avec mes cousins, où il y a 4 épisodes, mais je vous les conseille, hein. On a regardé le vieux King Kong, et puis après on a regardé du Friedkin, on a regardé du Clouseau, on a regardé à boire et à manger. Okay. Et aussi j'ai un podcast de jeux de société qui s'appelle La route du chemin. Okay. Voilà, qu'on a renommé La route des jeux à un moment, parce qu'en fait on a plusieurs, c'est un peu comme La Galaxie, le film le plus, où vous avez des spin-offs, des parenthèses. On a notamment une parenthèse qui s'appelle La route des chansons nulles, et qui est un podcast qui parle juste de chansons nanardes. Parce que ça existe aussi. Du coup, un exemple. Exactement, voilà, et on essaye de se cantonner à des accidents industriels, en fait, vraiment comme les nanars, des choses qui sont un peu sincères mais nulles. Voilà. T'as un exemple comme ça ? Il y en a pas mal. Il y a toute une vague qui est très courte dans la chanson française, qui est la chanson réaliste. Et donc, vous chercherez sur YouTube quelqu'un qui s'appelle Paulo De Domois, et qui a par exemple fait il a fait 2 disques, je crois, et c'est tout dans un genre réaliste, qui cherche à nous montrer la dureté de la vie. Et il a notamment une chanson qui s'appelle L'enfant handicapé, et qu'il a fait avec sa fille. Et donc c'est uniquement un dialogue entre un père et sa fille qui est très triste d'être handicapée, son père qui dit que c'est compliqué d'avoir un enfant handicapé. C'est vraiment sur un ton extrêmement réaliste et premier degré, et qui est terrifiant. Et c'est très fun. Ça a l'air costaud, ouais. Bon, écoute, ça donne envie d'aller voir. On va aller écouter ça avec grand plaisir, en tout cas.
Voilà, bah écoute Aurel, je pense qu'on est au bout de notre on a bel fait épisode. Pas mal de choses. Bah écoute, j'étais ravi de le faire avec toi. C'est un grand plaisir. Donc il faut que nos chemins se croisent à nouveau. Donc n'hésite pas, on trouvera l'occasion dans la galaxie le film le plus de te faire revenir, je pense. Avec plaisir. N'hésitez pas et puis je ferai de même. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été là et de m'avoir invité ou que je t'ai invité, on ne sait plus, ça se mélange. En tout cas, ce crossover m'a fait vraiment plaisir. C'était un plaisir de le préparer et d'échanger avec toi. Donc, à très vite, j'espère. Ouais, à très vite et salut à tout le monde. Salut.